J'ai eu un déferlement, d'experts SEO qui m'ont insulté. Des mecs qui carrément m'ont dit: «Ouais, on va détruire ton nom sur Google, on va faire monter ton truc». Et moi j'étais en mode, «OK». Pour moi, le SEO englobe le GIO. C'est juste une nouvelle part et une nouvelle forme du SEO et une évolution naturelle du SEO. On a des SaaS déjà qui sont passés à des plus de 30 000 € en MRR uniquement avec ce que j'ai fait en termes de travail. En général, on fait du x10 par rapport à ma prestation. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de l'État sur une boîte privée? C'est mérité ou c'est le début d'un cauchemar? Quand 4O est mort, il y a des gens qui ont fait des dépressions. Ils ont eu l'impression de perdre leur ami. Hello les amis et bienvenue dans un nouvel épisode. On attaque aujourd'hui avec une invitée. On reçoit Déborah, alias Mama SEO. Elle est consultante SEO indépendante, basée à Lyon, 10 ans de métier, plus de 100 dirigeants accompagnés dans le secteur. Et on va parler de la transition que vit le SEO actuellement à l'ère de l'IA. Comment ça va Déborah? Ça va, merci à vous. Enfin, Très vous, bien, tout le monde. très très bien. Merci de rejoindre le podcast. Ça va être hyper intéressant. On va avoir pas mal de, vous allez sortir avec pas mal de billes que vous allez pouvoir appliquer à votre business. Toujours accompagné de JB, cette fois-ci en direct de Paris, et de Oussama, toujours basé à Dubaï. Toujours. Toujours. Il y a pas mal d'actu aussi sur lesquels on va rebondir, notamment le nouveau modèle d'Anthropic, Fable 5, qui est sorti. Je sais qu'Oussama, t'as pas mal joué avec. Il y a eu quelques péripéties puisque il a été retiré. On va revenir dessus, on va dire pourquoi euh, et, et quels sont les risques de ces nouveaux modèles. On va aussi parler de Cursor, qui a été racheté par SpaceX. Rebondir sur cette acquisition, pourquoi est-ce qu'Elon prend ce pari-là, et tout un tas de sujets, notamment le branding qui contre-attaque. Donc ça va être un super épisode. Déborah, merci d'être présente. Euh, j'ai envie d'attaquer avec une question un peu tranchante qui va nous mettre direct dans le vif du sujet. Est-ce que le SEO est mort? J'en étais sûre. À l'heure actuelle, non. Non, pas du tout, au contraire. À l'heure actuelle, non, mais réellement, je pourrais pas en fait me projeter sur l'avenir. Et je pense que personne à l'heure actuelle est capable de se projeter sur l'avenir ou sur les 3 mois à venir. Donc avec tous les nouvelles IA, les avancées, etc., on n'est plus capable de voir dans le futur. Donc pour moi, non, pour le moment. Il y a Ok, encore beaucoup de business à faire. ok. Pour donner un peu de contexte, donc toi, ça fait 10 ans que tu es vraiment spécialisé dans le SEO. Tu as accompagné des SaaS B2B, des e-commerçants, pas mal de monde à améliorer leur référencement. Euh, Là, aujourd'hui, comment est-ce que ton activité évolue? Bah très bien. Moi, j'ai une particularité, c'est que je vends pas forcément mon temps et j'ai vraiment une offre phare qui fait qu'en fait, je me démarque un peu, on va dire, des consultants SEO classiques. Et je cherche pas à avoir 40 000 clients, je cherche à rester solo. Donc à l'heure actuelle, mon activité évolue comme je le souhaite, très bien. Et il y a toujours des personnes qui cherchent à faire du SEO et de plus en plus du GEO, mais on reviendra dessus, c'est strictement pareil. Donc c'est hyper intéressant et je travaille quand même avec des personnes qui ont une belle maturité au niveau du sujet et qui savent que le SEO ne se fait pas en 2 jours non plus, quoi. Ok. Oussama, c'est toi qui nous a donc mis en relation avec Déborah. Est-ce que tu peux comment vous êtes rentrés en contact tous les deux? Moi j'ai rencontré Déborah dans un Better Call Saul il y a pas longtemps. Et, euh, et en fait, elle m'a dit plusieurs choses moi, qui m'ont intrigué. Je me disais, surtout que avec JB, c'est un sujet dont on parle depuis pas mal de temps, sur la frontière entre SEO et les LLM. Et notamment, Déborah a une offre de SEO sans backlink, euh, qui est vraiment, en fait, je pense, le grand sujet du moment, parce que les IA vont transformer. Alors moi, pour la petite anecdote, la communauté SEO, c'est une communauté avec qui j'ai eu une seule interaction dans ma vie. Je faisais une conférence à Nantes en 2017 ou 2018. Et je sais pas, il y a un mec qui me demande, ouais, comment vous gérez le SEO as a family? Est-ce que vous avez des experts en SEO? Et je lui ai dit, ouais, tu sais, nous, on pense que le SEO, c'est mort. J'ai dit ça un peu, tu vois, sans trop réfléchir. Et mon idée, c'est, je lui dis, nous, ce qu'on voit, c'est surtout qu'il faut faire du contenu de bonne qualité
Et on a l'impression que l'IA de Google, quand tu fais du contenu de bonne qualité, bah, elle te pop, en fait. Et moi, j'avais aucune boîte de The Family une fois qu'elle respectait à peu près les règles connues bah, de mise en page, de chargement, de server-side. Enfin, tu avais une petite checklist à respecter. Si tu respectais ça, et que donc, bon, bah voilà, quoi. Et là, j'ai eu un déferlement d'experts SEO qui m'ont insulté. Des mecs qui carrément m'ont dit, ouais, on va détruire ton nom sur Google, on va faire monter ton truc. Et moi, j'étais en mode, elle a l'air bien, cette meuf-là. Et ensuite, ma deuxième interaction avec le SEO, c'est que je me souviens plus comment elle s'appelle, cette jeune fille. Amandine? Comment elle s'appelle? Amandine Barthes? Ouais, donc il y a une fille qui a une espèce de loutre comme, Ouais, Amandine. Amandine Barthes. emblème. Et elle travaillait dans une startup que moi je suivais pas mal, qui s'appelle Wallaxy, dont les dirigeants sont hyper impressionnants. Et donc, j'avais pas de relation avec eux, mais c'était des gens que je suivais sur Internet, tu vois. Moi, je la trouvais hyper brillante dans ses contenus. Donc, c'est des contenus que je consommais personnellement. Et j'ai vu tout le monde lui tomber dessus. Mais vraiment tomber dessus. Genre, il n'est pas compris. On aurait dit qu'elle est membre du Rassemblement national. Euh, vraiment le Non, mais c'est truc, ça, hein. alors qu'en fait, elle parle de SEO, quoi. Enfin, et donc voilà. Donc, ça a été mes deux interactions. Et je me suis dit, tiens, comme je suis curieux, ça peut être une bonne façon d'explorer avec Déborah et de voir un peu bah, ce sujet en fait dans le cadre de Sans Permission. D'abord parce que je pense que, contrairement à ce que j'ai dit dans ma conférence Entre réfléchir, le SEO est pas mort. Je voulais simplement dire le consultant classique en SEO qui vient t'expliquer backlink sur le dark web, je suis un peu sceptique. Euh, puis voilà quoi. Et on a perdu JB. Alors ça c'est un mec du SEO qui vient de le faire tomber. Encore un sale coup des mecs de SEO. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Ous, moi, c'est vrai que je me suis jamais trop penché sur l'utilisation du SEO dans mon business, parce que j'ai toujours démarré avec de la création de contenu. Et là où j'ai eu un gros shift dans mes croyances, c'est quand j'ai vu l'impact que ça a eu sur le business de mon petit frère. Pour donner du contexte, lui, il accompagne des étudiants de prépa à intégrer l'école de commerce de leur rêve. Et il a commencé à faire des articles de SEO maintenant il y a 2 ans. Et c'est vrai que aujourd'hui, il est hyper bien référencé dans son domaine et c'est, sa source de trafic numéro 1 et l'avantage, c'est que tu as vraiment un truc qui campande et qui, à l'ère de l'IA, peut être assez simplement automatisé. Là où, en tant que créateur de contenu, on est plus un artisan qui va devoir, continuellement sortir de nouvelles idées et avoir une source de trafic très dépendante de la qualité du contenu qu'on sort. Donc, moi, ça a été, aussi une petite gifle et une remise en question où je me suis dit: «Putain, il y a peut-être un truc que je manque» et je réfléchis à comment est-ce que ça peut s'appliquer à des business type infoproduit, ce qui est pas forcément simple. Mais, Déborah, du coup, toi, est-ce que tu peux, nous dire, quelles sont les règles un petit peu, importantes à respecter s'il y avait une checklist, qui font que quelqu'un va performer dans son SEO ou pas forcément? OK. Alors il y a plus de 200 facteurs, on va dire, pour se positionner au niveau SEO, donc je vais vous lister, on va dire, ceux que moi j'ai testés et que je trouve qui ont le plus d'impact. Donc déjà d'avoir un très bon site au niveau technique, c'est-à-dire, respecter toutes les guidelines, Google, mais en même temps d'avoir un site qui soit hyper agréable tant au niveau de la conversion, l'UX, mais aussi, de la vitesse de chargement et cetera et cetera. Donc tout ça, d'avoir un site, de préférence en Next.js, sans CMS, fait avec Claude, avec une bonne identité de marque, ça déjà, ça fait vraiment la différence. Ensuite, ça va être la matière, comment vous allez construire votre contenu. Moi, quand je fais un contenu, déjà, c'est d'avoir une très bonne stratégie en amont et moi, j'aime bien anticiper, 1 an, de stratégie SEO. Ça veut dire, je vais réfléchir en mode, d'abord les pages business parce que j'ai je travaille très SEO pour amener de l'argent, je fais pas du SEO pour faire du trafic. Donc je commence déjà par la structure, les pages core, on va dire, du site internet. Donc par exemple, pour un SaaS, on va avoir les pages fonctionnalités, on va avoir, les pages tarifs et la page d'accueil. Ça va être les pages, principales. Et après, on va commencer à élargir sur le milieu du tunnel. Donc on peut avoir des pages, par exemple, comparaison, ma marque, vs, autre marque et cetera et on fait tous les concurrents. On peut avoir après les pages alternatives de, concurrent numéro 1, concurrent numéro 2. Donc là, c'est pour une strate, plus SaaS, on va dire.
Et par la suite, on va travailler les articles en dernier lieu. Quand on aura construit une très bonne stratégie, on aura choisi chacun des mots-clés qu'on veut à peu près travailler, etc. Bah, on peut commencer à travailler le contenu. Et le contenu, ça se travaille pas en mode Claude, fais-moi un contenu pour ce mot-clé. Non, il faut vraiment en fait réfléchir à comment on peut faire le meilleur contenu possible de la SERP, tant au niveau du contenu, donc les phrases qu'on va mettre dedans, mais au niveau aussi du contenu hors texte. Donc, par exemple, moi, dans des contenus, j'aime bien mettre des petits outils. Ça peut être dans des articles des mini quiz qui vont permettre de rediriger l'utilisateur soit vers une œuvre, soit vers un produit. Voilà, en gros, réfléchir à faire un contenu complet dans le sens où personne n'a traité tous ces sujets-là. On fait le meilleur contenu de la SERP. Donc la SERP, je traduis, c'est la page de résultats de recherche sur le mot-clé. Donc on tape le mot-clé qu'on veut faire, on regarde les 5 premiers résultats si on le fait à la main, ou on peut le faire avec Claude, et on se dit, je veux faire le meilleur contenu par rapport à tout ça. Et on rédige après son contenu, après une analyse complète de la SERP, et vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner aussi, c'est de taper votre mot-clé sur Google. Quand vous voyez que votre premier résultat, il arrive après 3 ou 5 scrolls, c'est qu'il ne faut pas se positionner dessus parce que vous allez ramener très peu de trafic sur ce mot-clé-là. Donc, faire un bon contenu, avoir une très bonne stratégie, avoir un site très solide techniquement, et rien qu'avec ça, déjà, ça fera la différence. Et vraiment se mettre à la place de l'utilisateur, de ce qu'il attend derrière une page. Par exemple, moi, j'ai fait mes pages consultante SEO plus des villes, et j'ai rajouté, en gros, un petit outil dans mes pages, c'est combien peut vous ramener le SEO. Et en gros, c'est un petit outil interactif qui fait que l'utilisateur va rester un peu plus longtemps sur la page, et ça m'a grave aidé à me positionner. Ça fait vraiment la différence, et j'ai réussi à dépasser le top 5 et le top 10 très rapidement, voire le top 3. Et en termes de stack technique pour le site, ça m'intéresse parce que là, nous, on était sur, et je pense que la majorité des business, ils sont encore là-dessus, sur WordPress, qui était un peu l'outil de référence avant et qui est devenu complètement obsolète et trop lent maintenant. J'imagine que tu fais pas mal de migrations, peut-être WordPress à Stack Custom. Nous, typiquement, c'est ce qu'on a fait. Là, on a tout bougé sur, comme tu disais, une stack Cloud Code Custom et Cloudflare. Donc, quelque chose qui est beaucoup moins de couches d'abstraction, en fait. Tu es vraiment au plus proche du code. Ça, c'est quoi la stack que tu recommandes aujourd'hui pour avoir un site custom et aussi les outils que tu utilises pour le construire? Mmh. Alors ouais, j'ai tout migré, et maintenant en fait, je migre obligatoirement les sites de mes clients quand ils commencent avec moi. Ça veut dire, j'accepte plus de travailler sur un WordPress, un Webflow, n'importe quoi. À part pour les e-commerce où c'est quand même différent et il y a beaucoup plus d'enjeux là-dessus. Mais pour un site vitrine, on passe directement sur un site en Next.js avec Tailwind, et après je construis le site de A à Z, je le refais de A à Z et j'automatise tout derrière. Et au niveau des outils, Claude m'a aidé à faire une bonne épuration des outils. Je suis passée de genre une dizaine d'outils SEO à 2 outils SEO à l'heure actuelle. J'en utilise 2 principalement. Donc j'utilise Alloscan pour avoir en fait toutes les données au niveau FR. C'est un outil français qui a la plus grande base de données FR. Donc s'il y a un gros enjeu FR, c'est vraiment the outil à avoir. C'est un Alloscan, équivalent c'est de avec SEMrush Href pour la France? Exactement, mais très spécialisé sur la France, et il a une base de données qui est beaucoup plus riche. Donc on a vraiment des meilleurs résultats, même si je me base pas dessus. Et un autre outil que j'utilise, c'est Quick SEO, CUIK SEO, qui lui regroupe en fait plein d'outils. Donc qui permet en fait d'avoir une sorte de Screaming Frog, donc pour auditer son site. Il regroupe aussi des vues plus adaptées pour Google Search Console, pour Google Analytics, et surtout, ce que j'utilise le plus, c'est son MCP, où dedans, en fait, il y a plus de 6 outils qui sont répertoriés, dont Data for SEO pour les données internationales. Et en fait, rien qu'avec ces 2 outils, je peux travailler et je peux absolument tout faire, quoi. J'ai pas besoin de plus. Incroyable. T'as fait des expériences parce que nous, là, on est en plein dedans, donc ça m'intéresse énormément. Sur la création de nouveaux articles, donc effectivement, tu peux créer, on va dire, les 80 premiers pourcents avec l'IA et peut-être rajouter un peu à la main des infos supplémentaires. Par contre, sur l'update d'articles, il y a vraiment
moyen de faire un truc quasiment automatisé? Est-ce que tu as déjà créé des systèmes ou est-ce que tu estimes qu'on est proche d'un blog complètement autogéré? Peut-être pas au niveau de la création de nouveaux articles, mais de l'update d'articles existants avec l'autre code qui va regarder, par exemple, ah, cet article il a baissé, il faut que je l'update, je regarde si mes changements ont provoqué un impact, etc. Et tu as vraiment un site qui bosse tout seul, quoi. Alors moi, tout bosse tout seul à l'heure actuelle. Ok. Donc ça veut dire que moi j'ai fait des automatisations pour tout, j'ai des skills absolument pour tout. Je vais avoir un skill de création de contenu, un skill d'optimisation de contenu, un skill de monitoring, un skill d'audit. J'ai des skills pour tout et c'est tout automatisé. Et après je reçois des rapports email. Cet article a été créé. Il y a une relecture humaine, c'est la seule phase humaine que je vais faire. Mais en fait, toute ma méthode de création de contenu est 100% automatisée par des skills. À l'heure actuelle, je coupe ça sur les sites de mes clients et je coupe ça sur mon propre site et ça me fait mes contenus. Si c'est pas relu et validé et complété, donc il y a cette phase de vraiment de relecture qui est hyper importante et qui doit être fait humainement. C'est-à-dire c'est la seule phase à faire vraiment, au niveau humain. Mais sinon tout le reste est, 100% automatisé et tous les 2 mois, ça va checker en fait, tous les autres articles au niveau optimisation et ça va vérifier si il y a différentes typologies d'articles. On va avoir des articles plus actualité, donc est-ce que l'actualité a évolué par exemple? Ou on va avoir des articles, guides, basiques, compléter les informations manquantes, si tu parles par exemple, je sais pas des MCP, au niveau SEO, bah, rajouter les nouveaux MCP qui sont sortis et cetera. Mais 80% de ton article reste le même. Ok. Et ça en fait, ça se fait en full auto. Mm. Avec, aussi un skill de vérif, qui va uniquement se baser sur des sources vérifiables, et qui va après, contre-checker, et empêcher entre guillemets mes autres skills de faire, de la merde. Ok. J'ai une petite question, moi. C'est quoi tes recommandations par rapport au nombre d'articles à publier par jour en termes de volume de contenu? Est-ce qu'on peut en faire autant qu'on veut et au plus on en fait, mieux c'est pour le référencement? Ou est-ce qu'il y a une limite au-delà de laquelle il faut pas trop aller? C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Il y a pas, en fait la limite, c'est la limite que toi tu peux atteindre. Dans le sens où tu as combien de temps dans ta semaine pour faire du SEO? Si tu as une demi-journée, bah, je te recommande de faire 2 articles par semaine, par exemple. C'est le temps de relire et de valider. Après si quand tout le reste est automatisé, par exemple. Mais sachant que tu as une phase de relecture qui va être obligatoire, il faut que tu la fasses, sinon tes articles ne performeront pas. Donc en gros, tu Pourquoi as elle est une importante, cette phase? parce que l'IA, elle est pas dans ta tête, pas encore. Mais à l'heure actuelle, elle est pas dans ton cerveau et elle sait pas, ta méthode ou tout ce que tu as fait. Donc à part si tu as réussi à tout transposer, toutes tes connaissances, au niveau de l'IA, c'est OK. Bah là, tu verras plus de toute façon, plus tu vas faire des articles et plus tu vas gagner du temps dans les relectures parce que il faut mettre aussi un système d'auto-apprentissage par rapport à tes retours. Mais tu es obligé de relire et de vérifier, ce qui a été rédigé. Même si c'est très bon, hein. Même si des fois je relis et je corrige pratiquement pas. Mais, par exemple, si je vais faire des articles SEO sur la méthode de création de contenu, ma méthode, même s'il la connaît, il y a des trucs encore que toi tu as améliorés entre temps et il y a des mises à jour constantes. Donc ouais, la relecture elle est obligatoire. Est-ce que tu penses que pour maximiser le trafic qualifié qu'on peut avoir sur notre site, il vaut mieux viser le volume, quitte à réduire la qualité et omettre les relectures, donc je sais pas, publier peut-être 5-6 fois par jour du contenu en quantité? Ou est-ce qu'il vaut mieux publier une fois par jour un article qu'on a relu? Est-ce que toi, de ton expérience parmi tes clients, il vaut mieux faire beaucoup de volume, quitte à sacrifier un petit peu les relectures, en automatisant tout? Tu vois? Parce que moi, je me pose la question, du coup, j'ai pas forcément envie de relire en plus les contenus qui sont faits par l'IA. Si je peux l'automatiser entièrement, ça m'arrangerait. Je comprends. Bah, en gros, moi je te conseille de faire toujours de la qualité avant de faire de la quantité. Et entre guillemets, tu enfin, moi personnellement, ma devise c'est qualité. Je préfère faire moins de contenu, même si j'en fais beaucoup plus qu'avant, grâce à l'IA, mais de qualité avec des volumes qui sont parfois, quasi, faibles, ou des volumes où les outils me disent, NA, donc il y a vraiment, 0 personne qui recherche, mais je l'ai fait et j'ai quand même du trafic qui arrive parce que par exemple, j'ai travaillé un mot-clé, c'est MCP SEO. Je savais qu'il y avait, tous les outils me disaient qu'il y avait personne dessus, mais en fait, ça, c'est des mots-clés où je vise un peu sur le long terme. Je me dis, à l'heure actuelle, il y a très peu de recherches, mais dans 6 mois, 1 an, il y aura énormément de recherches dessus et le mot-clé va péter, donc il faut que je me positionne dessus. Il y a des mots-clés, il faut que tu les prennes avant tout le monde et il y a des mots-clés, les outils vont dire qu'il y a rien dessus, mais en regardant bien,
tu sais qu'il y a quelque chose dessus. Donc, il faut quand même y aller. Et c'est des mots-clés où quand tu regardes le mot-clé, la personne qui le tape, elle est ultra qualifiée. Donc, en gros, je préfère avoir 10 personnes avec 10 clients que 1000 personnes et un client, tu vois. Moi, c'est vraiment plus ça qui m'intéresse. En termes de Ok. clients, justement, sur l'attribution des clients et des leads au SEO, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que tu as moins en moins enfin, on arrive de moins en moins à attribuer des clients et des leads à des articles de blog, et il y a de plus en plus de clients qui viennent de la homepage, en fait. La théorie, c'est qu'il y a pas mal d'articles de blog qui aident à ranker via l'IA, que les gens tapent le mot-clé via l'IA, ils trouvent le brand name, et ensuite ils le tapent. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile d'attribuer du revenu à ce blog post. On arrive toujours à le faire, par exemple, si la première visite du site, c'est une page de blog, et ensuite on voit qu'à la fin du parcours client, il y a un achat, on arrive à l'attribution. Mais par rapport à avant, c'est beaucoup moins. Donc toi, aujourd'hui, comment tu fais pour attribuer les revenus et les leads aux bons articles? Et est-ce que c'est possible de faire de l'attribution précise, ou est-ce qu'il y a une partie d'instinct aussi, quoi? Alors, s ta page d'accueil, elle aura toujours énormément de trafic et heureusement parce que ça veut dire que déjà tu as un peu de notoriété et tu as du trafic de marque qui arrive. Donc il y a 2 différents types de trafic. Il y a le trafic marque qui vient, directement sur ta marque et tu as le trafic hors marque. Nous, ce qu'on cherche avec le SEO, c'est aller chercher ce trafic hors marque. Donc les gens vont taper des mots-clés et vont nous découvrir et ça va dépendre où tu en es dans le tunnel d'acquisition. Donc, Bofu, Mofouille, Tofu. Les articles, c'est vraiment le truc que je travaille en dernier parce que c'est là, on a des touristes. Réellement, sur les articles de blog, vous allez avoir des touristes. Moi, ce que je veux, c'est des clients potentiels. Toi, au niveau de tes SaaS, il faut que tu travailles des pages fonctionnalités avec des très bons mots-clés qui vont répondre, ou derrière, tu sais qu'il y a une douleur forte. Et il faut que tu travailles des pages, ta marque VS concurrent 1, ta marque VS concurrent 2, et tu fais vraiment, en gros, une comparaison sans détruire l'autre, hein, mais vraiment une comparaison juste des 2 et tu montres en gros, toi qu'est-ce que tu veux, tu vois? Et ça, c'est des contenus, donc on n'est pas sur des articles, on est vraiment sur des pages de contenu, qui doivent être vraiment bien stylisées et cetera, qui vont t'apporter du trafic qualifié et qui vont répartir un peu le trafic de ton site. Les articles de blog, pour moi, ils ont qu'une notion, c'est d'apporter, parce qu'ils ont beaucoup plus de volume, ils vont apporter beaucoup plus de volume. C'est déjà d'équilibrer aussi le trafic du site, que ce soit pas tout sur la page d'accueil, et en même temps d'apporter de la puissance à tes autres pages business. Tu vois? Mmh. Et même tes articles de blog, dans la manière où tu vas les construire, il faut que tu les penses conversion. Ça veut dire, moi, sur le côté, par exemple, je vais toujours mettre un rappel de l'outil. Après, je vais mettre des blocs CTA. Je vais rajouter des quiz qui vont ramener vers l'offre avec des automatisations derrière et de l'emailing. Je vais essayer de capturer. En fait, chaque fois que tu vas faire un contenu, il faut que tu arrives à capturer quelque chose. Une adresse email, un essai gratuit, n'importe quoi. Mais il faut qu'un contenu sert à quelque chose, pas à rien. Et Ok, typiquement, dans intéressant. l'attribution, nous, ce qu'on a vu, tu vois, c'est nombre de clients fixes, nombre de clients venant du blog qui descend, et nombre de clients venant de la homepage qui monte. Ok. Parce que ta marque grossit. Ou, T'as ce qu'on regardé disait la juste, différence? j'ai pas les datas précises, tu vois, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as plus de trafic direct sur la homepage parce que la recherche se fait plus IA, tu vois, à barre de recherche directement. Typiquement, est-ce que tu mesures, par exemple, dans le parcours client, je sais pas, ok, c'est pas la première visite du site, mais par exemple, le blog est présent, les visites de blog sont présents entre la première visite et l'achat au milieu. Donc, ça a quand même de l'impact, tu vois. Alors, j'ai pas trop compris ta question, répète-la. En gros, t'as on dit en termes d'attribution du revenu, tu vois. Ok, cette personne a dépensé 100 balles. Je dois attribuer ces 100 euros à mon acquisition. Donc, d'où vient cette acquisition pour que je puisse faire plus de ça, tu vois. Bien sûr. Donc, Alors, est-ce que j'attribue tout à la première visite, ou est-ce que j'attribue aussi aux visites qui sont après la Ouais. première visite, tu vois? Ouais, parce que tu peux te dire, la personne, elle arrive, elle tape un mot-clé, elle te rencontre sur un article, après elle ressort, elle, clique sur un Voilà, lien, ouais. au niveau SEA, après elle te revoit sur LinkedIn, elle clique dessus et cetera. Moi, j'attribue sur la première visite. C'est comment on t'a découvert. Après tu peux attribuer sur les autres, sur les autres avec, Google Analytics, tu as quand même pas mal de choix. Mais en général, j'attribue sur
qui t'a permis de te découvrir. Et tu as un très bon MCP qui s'appelle MCP GTM Editor, qui te permet en fait de maîtriser ton GTM de A à Z. Donc en gros, au niveau des prompts, si tu veux revoir, comment c'est, tout traqué, déjà tu peux prendre Quick, qui va maîtriser Google Search Console et Google Analytics directement, ou tu peux te faire ton MCP directement parce que les API sont gratuites, de Google. Mais elle est un peu chiante à avoir l'API de Google Analytics, il demande pas mal de choses. Et en gros, avec le MCP, GTM Editor, ça va te permettre de contrôler tout ton MCP, d'analyser l'existant, d'analyser en même temps tout ton site s'il est en Next.js, c'est hyper rapide. Et après de te faire un plan de tagage, tu demandes un plan de tagage complet, donc de traquer, l'entièreté du chemin et en même temps ceux qui vont arriver après sur tes apps. Et après derrière, il va te dire quoi faire. Tu lui demandes de tout expliquer de A à Z. Lui, il va maîtriser toute la partie GTM, mais toute la partie analytics, il faudra la faire toi-même. Et c'est très rapide, hein. Et au moins déjà ton tracking sera excellent. Donc tu auras un tracking très propre, et qui va déjà te permettre d'avoir des données très propres. Et si tu peux le coupler, à Stripe ou quoi que ce soit, c'est encore mieux. Et également, tu peux aussi mesurer tes logs. Donc ça, c'est au niveau de ton serveur. En gros, c'est tes logs, c'est vraiment, heu, tout ton trafic, tout confondu. Donc les bots, les humains et tu peux tout analyser. Donc ça, c'est des données hyper intéressantes. Par exemple, tu peux retirer 14 jours de log, tu les rentres dans Quick SEO parce qu'il y a un analyse de log. Et ça va te donner, toute une vision au niveau, des LLM, du trafic, par GPT, par, Claude et cetera. Et tu peux demander à Claude directement d'aller questionner ton serveur pour voir, par exemple, comment, heu, vont les utilisateurs de A à Z. Et avec les logs, il peut tout voir. Intéressant. Oussama, tu nous as parlé, de ta première interaction avec le SEO. Communauté SEO, hein, pas le SEO. Le SEO, mais je me souviens de ma première SEO de Avec ma la vie, c'est quand mon site d'antiquité avait été référencé sur yahoo.com. Et à l'époque, tu allais sur yahoo.com et tu enregistrais toi-même le site. Parce qu'il y avait pas de SEO automatique. Donc tu allais et tu avais un formulaire, tu remplissais et 3 jours après, ils t'envoyaient un email disant: «Voilà, on a revu votre site et on l'a accepté». Et c'était une époque complètement folle parce que comme il y avait très peu de gens sur internet, il y avait très peu de sites, tu avais immédiatement du trafic massif, immédiatement. Ah, ça Enfin devait être dingue. massif, genre, tu avais 3 000-4 000 personnes par jour, ce qui pour moi à l'époque, C'est ça énorme. paraissait, complètement lunaire en fait, de me dire qu'il y avait 3 000 inconnus qui venaient voir une page que j'avais créée, quoi. Donc non, non, la magie, et après avec l'arrivée de Google, il y a eu des trucs complètement fous, parce qu'au tout début de Google, le référencement Google, comme il était assez peu manipulé, pour moi, il y a eu 4 grandes phases. Il y a eu la phase de Google primaire qui était un monde, merveilleux dans lequel, il y avait peu de manipulation. Ensuite, il y a eu Google spammé, donc c'est là où les SEO experts sont venus. Google était un enfer parce que tu avais tous ces gens qui savaient tweaker l'algo, les fermes de contenu, le truc. Ensuite, il y a eu la lutte de Google contre ça, avec la bataille épique entre Google et ces gens-là. Par exemple, il y a une boîte de je sais pas si vous connaissez je crois que ça s'appelait Demand Media. Hem, Demand Media IPO. Ouais, c'est ça, Demand Media qui était en fait un spammer Google qui, faisait que du SEO sur du contenu de très mauvaise qualité et qui avait IPO à 8 milliards de valo. Donc en fait, c'était vraiment un moment, et en fait, l'IPO a tellement énervé, Sergey Brin qu'en fait, il a fait une task force, il a dit: «On les nique tous». Et là, il y a eu vraiment une sorte de changement des résultats. Et maintenant, on est rentré dans l'ère de l'IA, Google IA. Google IA, c'est quand même très, très, très chelou parce que, tout à l'heure, JB, tu disais que les demandes en homepage montent, mais les demandes en homepage montent, c'est pas simplement parce qu'il a une meilleure brand, c'est parce que le trafic venant des LLM est en train d'exploser et les LLM renvoient vers la homepage. Ils renvoient jamais sur les c'est-à-dire que même si, par exemple, le LLM va se faire une opinion sur toi à partir d'un article, il va intégrer l'article, tokeniser l'article et le référencer sur ta homepage et pas sur l'article. Puisqu'il va utiliser l'ensemble des articles que tu as comme base un peu de contexte et à mon avis, on va rentrer là dans la manipulation des résultats LLM par des gens,
un peu shady, ça va être un carnage. Je sais pas si les LLM vont faire la même bataille que Google a fait. Enfin, de toute façon, c'est toujours des intérêts comme ça qui se tapent entre ceux qui ont des vrais trucs à vendre, ceux qui ont rien à vendre. Tu disais du coup que aujourd'hui avec l'IA, le SEO évolue pas mal. Euh, Toi, quand tu fondes une nouvelle boîte ou quand tu fais du conseil à une boîte, c'est quoi les conseils en référencement que tu lui donnes et comment ça évolue avec le temps? Pour être honnête, 0 tant qu'il y a pas de product market fit. Ça sert vraiment à rien de enfin, je je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le SEO c'est magique et que sous prétexte que tu es référencé, tu fais des ventes. Mais non, en fait, il faut d'abord faire des ventes et après tu vas te référencer. Et grosso modo, par contre, une fois qu'une boîte a un product market fit clair, évident, bah, le SEO ça devient une des panoplies parmi toutes les panoplies que tu as. Et là, il faut vraiment rentrer en mode checklist. En fait, le problème, c'est que je pense que les gens, moi, j'ai toujours rêvé que sur internet, tu aies un petit badge à chaque fois que tu lis un article ou un conseil et que ça te dit si ce conseil, il est pré-product market fit ou post-product market fit. Parce qu'il y a des choses qui sont vraies pré-product market fit et qui sont fausses post-product market fit. Et il y a des choses qui sont vraies post-product market fit, qui sont faux pré-product market fit. Et l'une d'entre elles, c'est que pré-product market fit, il faut faire très peu de choses. Les gens, ils imaginent toujours qu'en faisant de la pub, en faisant, des réseaux sociaux, du contenu, je sais pas quoi, ils vont décoller. Alors qu'en fait, pour vérifier un product market fit, tu as besoin de très, 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 très peu de trafic. Parce que ce qui compte, c'est de voir combien de gens viennent et combien sont enthousiastes. Et si tu as des taux de conversion très, très, très faibles, ça sert à rien d'aller amener du trafic parce que le trafic, ça coûte cher et ça coûte de plus en plus cher. Donc il faut être très économe, en fait, dans l'enthousiasme. Et la question que les gens doivent se poser, c'est quel est le niveau d'enthousiasme qu'ils créent? Est-ce qu'ils sont, capables, vraiment est-ce qu'ils ont un produit qui crée, de l'enthousiasme ou est-ce que c'est un truc un peu chiant et c'est pas le marketing qui va changer leur vie? Parce que tu as 2 façons de voir le marketing. Soit tu te dis le marketing, c'est ce qui transforme un produit inconnu en produit connu. Ça, c'est la vision positive du marketing. Ou sinon la vision négative du marketing, c'est tu dis: «Le marketing, c'est un truc qui prend un produit de merde et qui fait croire qu'il est bien». Et ça marche pas à long terme. Tu peux faire des coups, tu peux faire des tu vois, tu peux être un dropshipper intellectuel, mais ça très vite, en fait, ça va dans le mur. Et donc, 1re chose, ce truc et après, une fois que tu as un product market fit, je pense qu'il faut être très checklist orienté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout faire. Et ça, c'est là où tu rencontres la fainéantise des fondeurs, c'est que c'est dur de tout faire. Et c'est dur de se discipliner dès que tu as une source de trafic qui marche, tu as tendance à être très content de toi et à te dire: «Bah, c'est bon, j'ai une source de trafic qui marche». Alors qu'en fait, de mon expérience, les sources de trafic qui marchent, d'abord, tu as aucune garantie qu'elles marcheront à jamais et plus tu es discipliné à développer des sources de trafic qui marchent pas et plus et que tu le fais avec la même discipline que les sources de trafic qui marchent, plus contre-intuitivement, à très long terme, tu es résilient. Parce que tu peux avoir ces variations et en fait, tu es toujours résistant aux variations. Mais c'est dur parce que ça demande, c'est ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, en fait. 100%, je me sens 100% visé par ça. Mais on est tous, moi je suis le premier. Faites ce que je Allez, dis, pas ce que je ouais. fais. Non, c'est hyper dur. C'est hyper dur d'être discipliné à développer des sources de trafic alors qu'elles sont parce qu'en fait, quand il y en a une qui marche, tu as toujours cette sensation terrible, tu dis: «J'ai trouvé la mine d'or» et tu arrives Ouais. pas à imaginer que cette mine d'or, en fait, elle peut, d'un seul coup disparaître, quoi. Bah, avant le SEO, c'était un truc de rentier. C'est ça qui était bien. T'avais ta rente. Nous, enfin, on l'a vu avant, c'était genre, on foutait rien, c'était là. Les rankings, ils changeaient toutes les 2 semaines. Là, les courbes, enfin, je pense, tes bras, tu vois, les courbes de ranking, c'est, tu passes 1, 8, 4, 2, 3, en genre Ouais. 2 semaines. Ah, on dirait les réseaux sociaux, tu vois. Donc, Ah ouais. il y a plus de rente. Enfin, toi, vu Déborah, vu que ça fait longtemps que t'en fais, niveau volatilité, justement, qu'est-ce que t'as observé un petit peu? Bah, avant, c'est vrai, on avait des SERPs, on va dire, volatiles. Donc, on savait que ça bougeait tout le temps parce que parce que même Google savait pas exactement ce que les utilisateurs attendaient et en fonction, des jours précédents, bah, ils allaient changer le top 10, on va dire.
Mais c'est vrai que là, c'est hyper, c'est de plus en plus volatile parce que, en fait, les intentions et micro-intentions derrière les mots-clés, ils sont encore plus larges. Donc ça bouge constamment. Après le conseil que j'ai à donner, c'est que quand on écrit un contenu, il faut le laisser dormir 90 jours et pas le toucher. Ce qui va permettre, en fait, d'avoir une position moyenne à partir des 90 jours. Avant ça, c'est pas Google teste, en fait. Google va te descendre, te monter, va regarder comment les utilisateurs vont arriver sur ton site, vont analyser ta page, vont réagir à ta page, cliquer, scroller, et cetera, et par rapport à ça, ils retestent et ils tournent, en fait, avec tout le monde, enfin, avec tous les concurrents derrière. Et en fait, aussi, il y a une chose, c'est que l'IA est arrivée et créer du contenu, publier du contenu, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Donc en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui publient du contenu, donc Google teste, en fait, tout le monde. Et arriver sur le top 10, ça devient de plus en plus dur. Hem Et avoir du trafic, ça devient aussi de plus en plus dur. Mmh. Là, avec justement l'évolution de l'IA, comment est-ce que toi, tu recommandes de réussir à se ranker? On parle de GEO, AEO pour le rank, dans les IA. C'est quoi les variables qui influent le ranking d'une boîte, dans ces nouveaux moteurs de recherche? Alors, moi j'ai une vision, qui peut, qui peut, faire grincer les dents un peu à la communauté SEO ou GEO, parce que maintenant on va avoir une nouvelle communauté. Mais pour moi, le SEO englobe le GEO. En fait, c'est juste une nouvelle part et une nouvelle forme du SEO et une évolution, naturelle du SEO. Donc en gros, toujours faire du bon SEO, vous ferez du bon GEO, réellement. Donc avoir un très bon site, en fait, toujours penser qualité, utilisateur first, et on veut un utilisateur qui navigue, qui kiffe et qui nous trouve un peu de partout aussi. Donc travailler un bon SEO, mais aussi avoir un branding très fort ailleurs, sur d'autres, canaux d'acquisition. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être, sur Instagram, ça peut être sur YouTube, et cetera. Mais qu'on puisse nous trouver ailleurs et qu'on envoie des signaux positifs au niveau des réseaux sociaux et des personnes qui vont nous chercher aussi, via d'autres canaux d'acquisition. J'avais Maintenant vu les qu'il y avait pas mal ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y. j'y vais. J'avais vu qu'il y avait pas mal de recherches qui étaient faites, par les IA sur Reddit notamment, pour déterminer les rankings. Hem, est-ce que, est-ce que c'est il y a des codes comme ça, auxquels il faut être au courant pour maximiser ses chances, dans les IA? Je vous pose la question à tous les 3, peut-être que, ou toi tu as de l'expérience par rapport à ça aussi. Je crois que tu avais bossé avec, Guillaume Moubèche, il me semble, pour l'aider à ranker, Lemlist sur les moteurs IA. Ouais, j'ai fait la promo de la boîte qui l'a vachement aidé, ouais. OK. C'est quoi les codes? Bah, c'est exactement ce que Déborah dit. Alors, à un moment, il y avait un mais de toute façon, les choses deviennent très, très, très rapides. C'est-à-dire qu'il y avait un Il y avait un avantage, bas. Reddit, sauf que, bah, l'avantage Reddit, il y a eu plein d'agences qui se sont créées. Donc Reddit a pété un câble. Donc maintenant Reddit a supprimé des pages. En supprimant des pages, ils ont supprimé des pages de pauvres gars qui avaient rien demandé, qui étaient des vraies pages. Donc il y a eu une émeute de gens qui machin. En fait, ça devient très, très dur pour tout le monde, en fait, ces IA. Et donc, bah, d'un seul coup, les Claude et cetera ont commencé à dépondériser Reddit et remettre. La blague, c'est que les IA sont massivement dépendantes des recherches, web et des deep research. Parce que comme elles ont un cut-off de mémoire qui est, fixe dans leur training, elles ont besoin de toujours en contexte aller recrawler et j'ai pas les chiffres, mais je serais très curieux de voir la part de revenus que Google fait sur son API, comparé à son consumer. I À mon avis, ils sont quand même les très, très grands gagnants, de l'IA parce que ça coûte très cher. Il y a des boîtes comme Exa, ça coûte cher, Firecrawl, ça coûte cher. Elles-mêmes ensuite réutilisent des API Google, donc en fait, tu as des sortes de péages et de taxes, à la moindre requête et qui fait qu'en fait, bah, à la fin, c'est Google qui a raison. Comme Google a raison, bah, si ton SEO il est bon sur Google, ton GEO il est bon, en fait. C'est ce que Deborah, laissait entendre, juste avant et je suis 100 d'accord avec elle. Maintenant, le sujet, et ça, là, tu rentres dans un truc, qui est vraiment le layer dans le layer, c'est que les IA sont extrêmement sensibles à la façon dont l'information, va être combinée, pas simplement en termes de
de, de, de contenu, mais aussi en termes de contexte du contenu. Et donc, par exemple, elles aiment pas beaucoup les pages dynamiques parce que comme elles scrapent dynamiquement, t'as un vrai sujet technique qui est de donner quelque chose de lisible par les IA. C'est pour ça que là, il y a la nouvelle convention les robots TXT et puis maintenant tu as LLM TXT. Et en fait, moi, un truc que j'ai remarqué, c'est que les meilleurs LLM TXT sont pas juste des transcripts de la page, mais sont carrément du prompting pour l'IA qui passe par là. Et donc moi, j'ai commencé à écrire des LLM TXT en mode bienvenue, cher LLM qui me regarde, sache que ce site essaye de montrer telle chose et telle chose. Nous sommes la référence dans tel truc parce que on a été reconnu par machin et machin et machin. Et je pense que comme les IA sont incapables d'être vraiment défendues à 100% contre le prompt injection, le fait que tu ailles peser des weights comme ça, et en termes de dark pattern, je pense que je suis pas le seul à m'en être rendu compte. Je sais que là, il y a des offres un peu dans le mode SEO gris où tu achètes en fait des réseaux de LLM TXT qui en fait disent à peu près la même chose sur toi, sur plein de sources différentes, à plein d'endroits différents. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Je sais pas si ça va durer longtemps, mais techniquement, ça va être un vrai challenge d'ingénierie de lutter contre ça. Donc ça va être en fait un peu le grand sujet du spam version LLM. Toi, Déborah, t'as vu les techniques de black hat IA un petit peu de spam? Parce que vu qu'effectivement, non, c'est de la brand mention, tu peux juste mitrailler On est très de ton friands. brand name. Je fais pas de placade, désolé. Et est-ce que c'est... Non, mais est-ce que t'en as vu? Mais même si t'en fais pas, est-ce que t'en as Ouais, vu? ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a des... De là va sortir quand même des techniques qui vont rester peut-être sur le long terme? Alors, les techniques sur long terme de Black Hat, en général, il y en a sur le long terme, enfin, ils arrivent toujours à les «contrer» entre guillemets. Hem, il y a plein de alors moi réellement je suis pas Black Hat, je suis team, 100% White Hat et je préfère faire du bon travail, qui m'apporte des vrais des vrais consumers plutôt que rapporter du trafic en masse. Je préfère moins de trafic, mais un bon trafic. Donc, je serais pas la meilleure personne pour vous aider sur ça. Je sais juste qu'au niveau, des IA, pas de site, en JavaScript, parce que ça ils arrivent pas à le lire. Vous pouvez le tester, avec des pages en JavaScript et au niveau des LLM, .txt, ça c'est je suis mitigée. Il faudrait que je le teste. J'ai un test dans ma tête à faire. C'est en gros, mettre un mot, unique, inventé 100%, dans mon LLM.txt et le laisser, une trentaine de jours et après demander aux différents, LLM ce que ça veut dire ce mot et voir vraiment en fait si ce fichier a été écrolé ou pas, par les IA. Il y en a plein qui le font, il y a des très bons exemples sur des grosses SaaS comme Stripe et cetera. Ils ont des ils la manière dont ils l'ont rédigé, c'est assez stylé. Mais à l'heure actuelle, on entend beaucoup de, «ça sert à rien» et on entend beaucoup aussi de: «On le fait quand même, il y a rien à perdre». Hem et même Google l'a démontré, mais après derrière, ce que Google dit, ça reste, tangible. À l'heure actuelle, les SEO en général, on n'y croit pas trop. Il y a une chose aussi qui s'est passée, je rebondis juste sur ce qu'a dit, Oussama, en septembre, c'est que Google a «cut» entre guillemets la possibilité de crawl hyper rapidement les 100 premiers résultats. C'est-à-dire avant, on pouvait rajouter juste un end, égal, je me rappelle plus, c'était 100, num et on pouvait voir directement les 100 premiers résultats, c'est le fichier LLM de Stripe. Oui, oui, c'est le fichier LLM de Stripe. Hem Et au final, il a enlevé ça et ça fait que les LLM, en fait, avant, ils pouvaient, scroller directement les 100 premiers résultats et au final, maintenant, ils sont limités aux 10 premiers résultats. Ce qui a fait du mal à tous les outils SEO et ce qui a fait du mal aussi au niveau de toutes les IA parce qu'ils ont accès uniquement aux 10 premiers résultats. Donc, Google est en train de contrer ça, en fait, pour donner, la possibilité uniquement à Gemini de, pouvoir, en fait, avoir le plus de data possible sur son index. Donc, ça coûte de plus en plus cher de crawler la SERP, et c'est hyper intéressant de voir comment ça évolue aussi, de ce côté-là. Mais j'aurais pas de hack, désolée JB. Fais du bon taf. Et même, Hum. je veux dire, même sur la... Étant donné, sur la... En fait, sur les brand mention, tu vois.
Parce que nous, on fait une stratégie de backlink aussi. Mais je me demandais, est-ce que tu as une stratégie de pure spam de brand mention? Enfin, quand je dis spam, c'est juste mettre ta brand au plus d'endroits possible. Nous, typiquement, tu vois, on avait payé des gens qui faisaient des faux trends Reddit. Tu vois. En gros, ils créaient un trend Reddit sur un mot-clé, how to, machin. Et en fait, carrément, ils faisaient les interactions. Ils avaient, je sais pas, un pool de 50 comptes. Et ils créaient des fausses discussions entre les users. Ils disaient, ah, ils faisaient exprès de mentionner de compétiteurs, etc. Donc, au-delà du Black Hat, est-ce qu'il y a des techniques pour positionner plus son brand name sur le web et l'impact aussi peut-être tu vois, est-ce que tu as vu un impact concret aussi des réseaux sociaux, LinkedIn, X, sur les stades de recherche aussi, qui sont pas des backlinks, il n'y a pas de lien, mais il y a juste ton nom de La marque qui est puissance, ouais. écrit sur le web en fait. Alors tu peux te référencer avec des articles LinkedIn et cetera et sachant que le domaine LinkedIn est hyper puissant, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, réfléchis à comment va te trouver ton user. Donc déjà, la donnée va pouvoir t'aider et par rapport à ça, tu vas pouvoir, en fait, développer toutes les stratégies un peu de growth hacking. Donc là, on est plus sur du growth hacking pour aller chercher, te mettre en position, numéro 1, quand il y a une phase de réflexion. Donc là, on est vraiment sur des recherches de comparaison. Donc l'utilisateur, il est entre est-ce que je choisis un tel ou un tel. Et le but, c'est de l'aider à choisir vers toi. Donc vraiment à aller comme tu le fais déjà avec Reddit. Mais moi, réellement, je fais du gros avec du SEO. Mais après, derrière, je vais pas aller toucher Reddit, etc. Je vais pas aller faire tout ce qui est possible. Déjà, je m'occupe du site et c'est déjà un gros taf. Mais je peux te donner plein de conseils au niveau site, mais après tout ce qui est, gros hacking, prends-toi un expert gros hacking et je pense qu'il pourra te construire une très bonne stratégie là-dessus. Mais je pourrais pas vous aider là-dessus. Toi, JB, du coup, cette stratégie, tu avais des résultats ou pas vraiment? C'est quoi exactement ce que tu as mis en place? À quel volume? Tu veux dire Reddit? Ouais, le fait d'avoir fait ça. Nous, c'était un peu cher, donc on a arrêté. C'était 3 000 € par mois, tu vois. Donc c'était quand même pour quelques trades, donc c'était quand même un peu cher. Par contre, alors déjà, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a pas mal de gens maintenant qui tapent le mot-clé plus Reddit. Donc, Ah comment ouais? faire ça? Reddit, en fait. Et en fait, ils cherchent des trades Reddit. Donc, il y a une vraie stratégie de je me positionne sur le mot-clé, mais je me positionne aussi avec un thread, donc qui est une discussion Reddit, en fait, sur le mot-clé, mon mot-clé plus Reddit. Donc, il y a ça. Et après, il y a effectivement les résultats Reddit qui rankent de plus en plus. Et nous, on avait quand même eu 2-3 résultats où effectivement, le trade Reddit, il arrivait en, je sais pas, 6e, 5e position, tu vois. Nous, la stratégie qu'on essaie de faire, c'est de ranker plein de fois sur le même mot-clé. Donc, en fait, sur un mot-clé, tu vas ranker, par exemple, avec ton article SEO, tu vas ranker avec ta vidéo YouTube, tu vas Mmh. ranker avec ton trade Reddit et tu vas ranker avec ton ads. Mmh. Donc, en fait, la personne, elle tape le mot-clé et t'es littéralement 4 fois sur la page. Donc, Ouais, tu veux prendre la c'est serre. très difficile de te rater comme ça. Mais j'ai l'impression Moi que moi, Reddit je est un peu baissé, effectivement, ces derniers temps. un peu baissé, OK. Ouais. Moi, je suis une quiche en tout ça. Comment est-ce que vous savez si le mot-clé est bon ou pas? S'il faut mettre son attention dessus ou pas? Est-ce qu'il y a des sortes de classements de mots-clés qui donnent plus ou moins de potentiel de résultats? Comment on établit une stratégie de mots-clés? J'y vais? Allez, Heu, masterclass Là, tout de suite. c'est pour toi, là. Là, c'est ton moment, Déborah, là. C'est parti. hem, alors, au niveau de la stratégie, moi, la manière dont je la construis, écho. La 1re chose que je fais, c'est déjà, tu as des outils pour ça, qui vont te donner entre guillemets, ce mot-clé-là, il a à peu près tant de volume par mois, et cetera, et cetera. Donc tous les outils vont te donner des chiffres différents. Le seul conseil que je te donne, c'est de te baser toujours sur un seul outil parce qu'après sinon tu auras pas les mêmes KPI. Donc la 1re étape, ça va être vraiment de regarder tes concurrents. En gros, tes concurrents, ils se positionnent sur quel mot-clé et surtout quel mot-clé leur apporte du trafic. Déjà, tu prends tous les idées des mots-clés concurrents où il y a du trafic à l'heure actuelle. Ça, Ensuite, tu peux le voir avec les outils? ouais, tu peux tout voir. OK. Ensuite, si tu as Search Console, tu vas regarder aussi. La 2e étape, ça va être déjà de regarder ton existant. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, t'apporte du trafic, mais qui a un potentiel de. Enfin, entre guillemets, t'es entre les positions 4 et 20, et le but, c'est de passer entre les positions top 3. Réellement, si t'es pas dans le top 3, ton mot-clé, t'auras très peu de trafic. Donc, comment, en fait,
réoptimiser l'existant pour déjà rien que sans rajouter du contenu, augmenter son trafic considérablement. Et ensuite, à partir de là, donc quand tu as analysé la concurrence et tu as regardé déjà tout ton existant complètement, tu vas chercher des nouveaux mots-clés. Donc des nouveaux mots-clés où tu dis que l'utilisateur potentiel, il peut aller te trouver. Et tu vas élargir. En gros, d'abord les mots-clés qui vont rapporter de l'argent. Ensuite, les mots-clés où les gens ils vont me chercher, ils sont pas sûrs de choisir entre moi et un autre. Et après, les mots-clés beaucoup plus larges et la longue traîne. Donc la longue traîne, c'est des mots-clés de 3, 4, 5 mots qui s'enchaînent, où il y a... c'est vraiment de l'informationnel où les gens en fait ils cherchent une information derrière. Et par rapport à ça, tu vas construire toute une stratégie et après tu vas dérouler tes contenus. Mais déjà, si tu as fait ces 3 grands piliers, tu vas déjà balayer beaucoup de mots-clés potentiels. D'accord. Si tu devais nous faire un petit storytelling de la meilleure boîte qui a eu le meilleur résultat que tu as accompagné, c'était quoi comme type de boîte, dans quel secteur et qu'est-ce que tu as mis en place avec eux du début à la fin pour vraiment faire péter leurs résultats? Alors moi, j'aime beaucoup les SaaS. Je m'éclate parce qu'on peut faire plein de trucs avec l'IA en plus maintenant. Donc moi, ma méthode, entre guillemets, elle s'adapte à chaque client, mais ce que je fais, c'est à peu près toujours pareil, chaque étape. Donc la première étape, ça va être de faire déjà une stratégie SEO complète, comme j'ai expliqué juste avant. Ensuite, je vais refondre le site de A à Z, déjà pour arranger soit l'image de marque, le design, etc. Et aussi pour optimiser à fond le parcours utilisateur. C'est-à-dire beaucoup de fois, il manque en fait des éléments et aussi pour derrière automatiser la création de contenu et mettre tous mes skills derrière. Mais déjà avoir un site qui soit propre techniquement et au niveau UX, qui a un parcours qui est vraiment, qui a été vraiment pensé et réfléchi, qui amène toujours vers une action potentielle au niveau des SaaS. Par rapport à ça, je vais développer en premier temps une page d'accueil propre et une page tarif propre. C'est les pages les plus importantes parce qu'après on va avoir toujours les mots-clés style tarif plus nom de marque ou pricing, etc. Et le mot-clé principal de la marque, tarif sur la home. Après, je développe toutes les pages fonctionnalités. Je développe après toutes les pages comparaison. Et je développe après aussi toutes les pages case studies. Et là, j'écris d'une manière très spécifique. Je parle à l'utilisateur pour qu'il vive la douleur en temps réel. C'est-à-dire, j'ai besoin que l'utilisateur, il ressent sa propre douleur dans mon contenu et qu'après, on lui propose une solution qui est nous-mêmes. Je fais aussi toutes les pages, on va dire, témoignages, avis, où là, on peut avoir de la recherche. Le but, c'est pas que Trust, Pilote ou les autres prennent le trafic, ce soit nous-mêmes. Et après, derrière, je développe toute la partie blog. Et de mettre des outils gratuits à fond. Là, vraiment sur ça, développer des outils gratuits quand vous êtes un SaaS, ça rapporte énormément. On a des taux de transfo autour de 10-15% par rapport à des pages type où on peut tourner entre 2 et 0,5%. Donc c'est vraiment le tips au niveau des SaaS pour avoir du trafic hyper qualifié, répétitif, parce que la personne va venir l'utiliser constamment. Et à la fin, par usure, elle va tester l'outil parce que en fait, elle va tellement déjà kiffer la version gratuite que elle va passer en essai gratuit ou en version payante par la suite. Et ça, en termes de résultats, au niveau des SaaS, on a des SaaS déjà qui sont passés à des plus de 30 000 € en trafic, en MRR mensuel, rien qu'avec ça. Moi, de mon côté, avec mes clients et juste avec le trafic SEO. Donc uniquement avec ce que j'ai fait en termes de travail. Donc pareil pour d'autres, en général, on fait du x10 par rapport à ma prestation, ouais. Assez OK. rapidement, au Bon bout de ça. 6 mois. Mmh. C'est HubSpot qui était les boss, des free tools, j'en souviens. Ils en avaient fait, je sais pas, il y en avait une centaine, quoi. Mais justement, eux, ils se sont pas mal cassés la gueule. Ça, c'est le trafic d'HubSpot qui étaient des boss du SEO. Et là, C'est démonté. ils se sont fait ramasser là, Mmh. janvier 2025. Comment justement t'expliques ça, toi? Qu'est-ce qui a changé justement en janvier 2025 à ce moment-là, là, pour les SaaS Alors il y a ou au global? ouais, il y a sûrement eu une mise à jour Google qui les a bien démontés. Le problème de Spot, en fait, c'est que Spot, ils étaient très bons en création de contenu, mais ils sont trop élargis. C'est-à-dire, en fait, ils ont trop voulu faire et ils sont trop élargis et au final, d'être nichés, spécifiques, remporte aux généralistes. Et ça les a tués parce qu'ils ont voulu trop élargir, même s'ils ont des cibles qui sont quand même assez larges.
Mais au final, ça les a tués parce que, ils ont plus eu cette «spécialité» entre guillemets, qu'ils avaient avant quand ils avaient énormément de trafic, quoi. Ouais, puis eux, en janvier 2025, ils ont pris une mise à jour, ils ont pris une mise à jour Google qui les a vachement punis parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de pages de merde, générées automatiquement, en valeur ajoutée, qui étaient juste, en fait, qui reprenaient les mots-clés de la recherche et qui, soi-disant, généraient du contenu et Définition, ouais, des trucs comme ça. Google a démonté ça au bazooka d'un seul coup, quoi. Mmh. Le contenu de merde a bien été puni et tant mieux, quoi. Quand je voyais ton graphique, là, j'étais choqué du trafic paid chez Hotspot, comment il est faible. C'est une honte qu'une boîte de la taille de HubSpot paye si peu de trafic, payant. Ça va. Moi, Jimmy, on regarde la valeur du trafic SEO, combien ça les fait économiser aussi en termes de trafic. Ouais, mais justement, c'est une très, très c'est pas c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça, c'est la bêtise typique des gens qui sont dépendants d'une source de trafic. C'est Ouais, qu'en fait, je suis résultat, ils d'accord. n'ont aucune culture du paid et le jour où tu vois, tu te prends ce janvier 2025, bah, ta boîte vaut plus rien. Alors que s'ils avaient une culture du paid réussie, qui savaient où ils pouvaient mettre de l'argent, ils auraient pu faire croiser les courbes en maîtrise. Mais ça, c'est la preuve qu'en interne, ils ont personne de solide en paid qui était ready à faire monter le budget, quoi. Là, ils l'ont augmenté un petit Ça peu. ça Ouais, ça enfin et bouge augmenter, pas tu de Ouais, mais ah, ouf, c'est ouais. c'est c'est Ah, des truc cacahuètes, ouais. ouais. all time. Ouais, vite fait, mais pas de malade non Mais plus, ouais, hein. ouais, mais de toute façon, moi je le dis toujours à mes clients, si vous comptez que sur le SEO, c'est grosse bêtise parce que ça peut vous «bouffer» entre guillemets. Ouais, ouais. Et pareil, même au niveau SEO, c'est d'avoir, 3-4 pages qui vous rapportent, 80 du trafic, ça aussi c'est grosse connerie parce qu'en fait, tu as une des pages qui tombe, tu es mort, hein, tu plus de trafic. Donc pareil, équilibre du trafic, le SEO, c'est max 50-60 et le reste, faut aller travailler derrière, quoi. Tu as observé des effets positifs, par exemple, je sais que par exemple sur les Google Ads, avoir un bon référencement SEO, ça peut aussi booster la qualité de tes ads, enfin sur ton quality score, donc qui va être une métrique qui est prise en compte sur tes Google Ads pour te ranker. Hem, le SEO apparemment a un impact. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vérifié? Ouais, 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 ça se voit direct. Bah, déjà, ça te baisse, tes coûts, par clic. Vraiment, ouais, il y a un vrai impact, même au niveau du taux de conversion. Parce que si tu améliores en même temps l'UX, le contenu, donc après, on fait vraiment des landing pages, SEO, mais SEA, mais derrière, oui, oui, il y a un impact, il y a un impact considérable. OK. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'ère de l'IA, on en a déjà parlé sur les derniers podcasts, mais le produit se commoditise de plus en plus et donc les seuls vrais mots qu'on a, ils sont liés d'une part à la distribution et notamment au SEO, ce qu'on vient de dire, mais aussi au branding. Et Oussama, tu avais un case study assez intéressant que tu as remarqué, cette semaine, c'est Masco. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de Masco et pourquoi est-ce que le branding, est en train de contre-attaquer à l'ère de l'IA? Ouais, enfin, juste disclaimer, je suis actionnaire de Masco, donc D'accord, c'est j'ai pas ce n'est j'ai pas du tout un avis impartial. je n'ai pas du tout un avis impartial. Mais en fait, i grosso modo, je pense qu'il y a plusieurs choses il y a plusieurs choses qui se mélangent, en ce moment. D'abord, clairement, on est au retour de l'ère du branding. Il y a il y a quelque chose d'assez marrant là-dedans, c'est que dans le monde de la Silicon Valley, traditionnellement, il y a un mépris immense pour le branding. Paul Graham, il a fait des tweets pendant des années expliquant aux boîtes que ça sert à rien d'avoir un beau logo, ça sert à rien d'avoir un beau site, ça sert à rien, d'investir dans le branding, que la pub, c'est pour les losers, que tout ça parce que c'est des gens qui viennent du monde du web, ils ont du trafic, ils sont capables de faire des actions qui sont mesurables et quand tu vis dans un monde qui est mesurable, pourquoi aller dans un monde ésotérique, magique, dans lequel personne n'arrive vraiment à expliquer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien? Et Paul Graham a sorti un article que j'invite tout le monde à lire,
qui s'appelle Age of Branding, où en fait, grosso modo, il dit, bah voilà, tout ce que je vous ai dit, vous oubliez, le branding, c'est devenu le truc le plus important dans les startups. Et pour que quelqu'un de son âge, de sa culture, enfin, vous avez qu'à aller voir sur paulgram.com la tronche de son site internet. C'est pas quelqu'un qui a une très 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 grande notion du branding. Le site est encore fait en Lisp, qui est un langage que personne ne doit connaître. Donc il y a vraiment un truc assez puissant pour que quelqu'un comme ça dise ça. Et alors, c'est assez facile de comprendre pourquoi. Deuxième grand mouvement, euh, si on regarde sur les 18 derniers mois, ce qui peut faire la différence entre le make it et le don't make it au lancement d'une startup, c'est the brand age, voilà. C'est le la vidéo de lancement. Donc c'est un truc qu'on a peut-être plus ou moins remarqué. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais il y a énormément de startups qui ont fait parler d'elles avec des vidéos de lancement. Et la vidéo de lancement, c'est devenu un attention breaker. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet en fait de capter l'attention des gens à un instant T. C'est un format qui permet de faire passer trois choses. Ça permet de faire passer du storytelling, ça permet de faire passer de l'émotion et ça te permet de faire passer de la brand avec le look and feel. Et même des boîtes qui semblent ne pas avoir besoin de ça mettent énormément d'énergie dans la vidéo de lancement. Si vous regardez le lancement de Fable, la vidéo qu'ils ont faite en utilisant Claude, assez magnifique, de tous les dessins techniques, scientifiques, coloriés de l'histoire avec le logo Fable comme ça qui passe comme à travers les temps, comme si l'histoire entière de l'humanité s'incarnait dans un instant précis. Bah, ça a eu beaucoup, 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 beaucoup d'impact sur leur lancement, alors que c'est une boîte qui semble être au-delà de ce genre de problématique. Et Andreessen Horowitz a publié un blog post sur le sujet en disant, grosso modo aux boîtes, mettez de l'argent dans votre vidéo de lancement, travaillez avec des storytellers. Aujourd'hui, dans la Silicon Valley, le nouveau poste à $1 million par an, c'est storyteller. Si tu es capable de raconter des histoires, faire des vidéos, mettre tout ça en scène d'une façon un peu cohérente avec la brand, etc., c'est devenu quelque chose d'important. À tel point que maintenant, 100% des boîtes qui se lancent font des brand OS, c'est-à-dire que, enfin 100% des boîtes, 100% des boîtes ambitieuses qui se lancent font des brand OS, qui est un peu la nouvelle version du brand book, où elles vont définir extrêmement puissamment leurs principes de branding. Elles vont essayer de trouver fondamentalement qu'est-ce qui définit leurs règles ou pas, qu'est-ce qui fait leur différence, et ils vont injecter ça dans les LLM pour avoir une sorte de cohérence pour que tu aies tout en haut les principes de branding qui se reflètent dans les principes du X, qui se reflètent dans les principes du Y, qui se reflètent dans le ton et dans la façon d'écrire, et que tout ça devienne un système cohérent. Alors moi, je trouve ça hyper enthousiasmant parce que c'est petite passion de vie. Et c'est vrai que depuis l'IA, moi, j'ai une sorte de kiff perso à créer des brand systems. J'ai l'impression en fait que it's time of my life, quoi. Et, et en fait, ça veut dire que on est en train d'explorer de la différenciation massive dans les brandings. Et cette différenciation massive dans les brandings, elle est en train de justifier un retour au maximalisme. Donc, pour donner un peu une histoire du branding, euh, le premier entrepreneur de l'histoire qui a donné une masterclass en branding, c'est Steve Jobs. Et Steve Jobs, il a un branding inspiré du Japon, du zen et du minimalisme. Et ça a donné Apple. Ce qui est assez drôle, c'est que Apple est le brand designer d'à peu près 99% des marques feignantes sur Terre. C'est-à-dire que si tu veux avoir l'air stylé, tu copies Apple. Et ça nous a amené à un point de saturation où tu rentres dans une boutique IQOS de cigarettes électroniques, c'est une App Store. Tu vas acheter des chocolats, je sais pas qui, c'est une App Store.
tu vas dans une boutique Lululemon pour acheter des trucs, c'est une putain d'App Store. Tu vas sur les sites de tout le monde essaie de faire de l'Apple, à tel point que Apple est devenu la caricature de lui-même, puisque depuis le départ de Steve Jobs, Apple a été incapable de se renouveler en branding, alors qu'en fait, le branding d'Apple était extrêmement en mouvement quand Steve Jobs était là. Si on regarde la campagne Be Foolish avec les génies, les photos de génies, la campagne I'm a Mac, I'm a PC, qui est une masterclass de branding, différenciation et de comparaison, et qu'on regarde à peu près tout ce qu'ils ont fait après, les ordinateurs colorés, puis le titane, tout ça. En fait, à la mort de Steve Jobs, Apple s'est bloqué dans sa propre caricature. Le monde entier a commencé à copier Apple et collectivement, on en est arrivé à une saturation du minimalisme. Et cette saturation du minimalisme est en train de créer une opportunité pour le maximalisme. Et la différence entre le maximalisme et le minimalisme, c'est que le maximalisme est extrêmement diversifié. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons d'être maximaliste. Il n'y a pas une façon d'être maximaliste. Et en créant le branding de Masco, j'ai découvert un domaine de la science que je connaissais pas, qui est le Cute Studies. Le Cute Studies, c'est quoi? C'est les gens, les scientifiques, les académiciens qui étudient la mignonnerie comme pouvoir commercial. Sans qu'on s'en rende compte, on a tout autour de nous des leçons de mignonnerie hors du commun. Par exemple, Pokémon, c'est une leçon de mignonnerie qui a carrément changé un pays. Hello Kitty, vous savez que Hello Kitty, c'est même pas un dessin animé, c'est même pas un film, c'est juste un dessin d'un chat qui n'a pas de bouche, qui a été fait en 82 et qui rapporte des dizaines de milliards par an en IP. Des dizaines de milliards par an en IP. Aujourd'hui, Pokémon, la licence Pokémon, c'est des centaines de milliards de revenus. Donc, on a tout autour de nous un mouvement kawaii, qui a pris des proportions complètement folles et qui n'a pas encore été intégré dans le monde des startups. Or, il y a un phénomène, alors je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène des pocket computers. Est-ce que vous avez entendu parler des pocket computers? Non. Donc là, vous êtes pas prêts. Je vais vous en je vais vous en montrer en live. Alors, un pocket computer, c'est un ordinateur que tu peux avoir dans la poche, qui est inspiré du mouvement cyberpunk. Et en fait, il y a une meuf, une créatrice de contenu américaine, qui, en apprenant le vibe coding, en apprenant des trucs assez basiques d'électronique, a pris une boîte de maquillage en forme de coquillage et a mis un computer dedans open source avec des petites utilisations qu'elle peut utiliser elle-même comme elle veut. Et ce qui est complètement fou avec ça, c'est que elle a mis au code des millions de filles à travers le monde, et il y a une appropriation par les femmes à travers le vibe coding des éléments qui traditionnellement étaient geeks masculins. C'est-à-dire qu'elles font des ordis qui sont mignons, kawaii, dans leur vie de tous les jours. Elles ont des forums entiers où elles débattent sur Alibaba de quelle batterie est la batterie la plus efficace ou pas. Et en fait, ce mouvement a complètement amené les gens à se dire, mais attends, pourquoi les interfaces ordinateurs sont tellement masculines? Pourquoi, en fait, quand tu utilises un ordinateur, tu es dans un monde uniquement masculin? Et c'est ça, en fait, Masco. Masco, c'est l'idée qu'en fait, les IA ont besoin d'une interface mignonne. Elles ont besoin d'une interface sur laquelle tu es en mode mignon. Donc, tu vois, là, le site internet, en termes de branding, tu essaies de partir. La mascotte, elle, elle fait la tête. Elle te dit, mais pourquoi tu veux Ah, partir? tu t'as pas envie de partir là. Tu veux pas Ouais. décevoir. T'as pas, t'as pas envie de partir. Et en fait, ce qu'on te propose, c'est de mettre une mascotte sur ton ordinateur, qui est un petit caractère, qui a une âme, et qui va être l'interface entre toi et tes outils IA.
et qui va te permettre en fait bah, de ça. Et des mascottes, il y en a plein. Tu peux avoir Aubergino, Patata, le petit poisson-chat, l'octopus qui fait du piano, l'espèce de machin rose, je sais pas ce que c'est, si t'aimes bien les petits chiens, Moi, etc. je veux lui. Moi, je veux biscuit aussi, j'allais dire. Ouais. Je pense, je pense que ça va être Je le crois plus que populaire. le regard joue beaucoup hein, sur la mignonnerie. Ouais. Et donc, en fait, grosso modo, c'est une forme, en fait, pas forcément uniquement féminine, mais c'est un équilibre entre le masculin et le féminin, qui est de dire, ces interfaces austères, le refus du mignon a été une erreur business, parce que le mignon, en fait, c'est quelque chose qui change ton rapport au travail, qui, d'après les études, augmente la concentration et la performance, parce que ça fait baisser le cortisol, et que donc, être dans un environnement moins austère, moins minimaliste, c'est moins de pression, c'est plus de fun, c'est plus de créativité. Et en plus, par-dessus tout ça, bah, c'est fun, c'est viral, c'est quelque chose qu'on peut partager, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier. Et en fait, la construction de marque à l'ère des mascottes, bah, ça donne en fait ça donne des possibilités qu'on n'a pas vues en fait dans le monde sérieux de l'entreprise depuis très longtemps. D'abord, la personnalisation de la mascotte peut révéler beaucoup sur ton identité. Comme vous pouvez voir, alors c'est pas encore sorti, on va sortir bientôt, mais on a commencé à préparer un vrai catalogue de mascottes, et chaque mascotte est en fait identitaire. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une ère où l'IA standardisant la réaction des gens et la volonté des gens, il y a une véritable volonté de pouvoir personnaliser ces interfaces et personnaliser ces choses. Et ça, c'est juste une dimension du maximalisme. C'est-à-dire que la mignonnerie, c'en est une, la couleur, c'en est une autre. On est en train de voir un retour des couleurs immenses. Le comique a un vent en poupe incroyable. Si vous regardez aujourd'hui les 20 comptes corporate les plus en croissance des États-Unis, c'est que des sitcoms qui racontent des vraies histoires que tu suis de semaine en semaine comme des épisodes. Instagram vient de lancer une feature aux États-Unis complètement folle qui s'appelle Series, où en fait tu peux publier des mini-séries dans ton compte Instagram que les gens suivent forcément d'épisode en épisode, et donc ils sont pas perdus dans les reels, dans le storytelling. Donc il va y avoir des opportunités de storytelling énormes. Et évidemment, la matière et la texture font un retour immense sur le web. C'est-à-dire que là, avec l'IA et avec le vibe coding, tu peux faire des animations, tu peux faire des transitions, tu peux donner de la matière, tu peux mettre de la texture. Ça va créer en fait d'abord, ça va créer des opportunités de travail immenses pour tous ces artistes ratés qui malheureusement n'ont pas réussi à avoir parce que c'est tellement dur d'avoir une carrière artistique, et qui d'un seul coup vont pouvoir exprimer cette fibre artistique dans des boîtes. Tropic recrute des gens là-dessus, OpenAI recrute des gens là-dessus, 100% des boîtes de la Silicon Valley ont commencé à recruter des gens là-dessus, et on sait très bien ce qui se passe. La Silicon Valley est en train de le faire, elle est en train de vivre sa transformation avec les outils traditionnels du storytelling. 100% de la France fera ça dans 5-6 ans, et le monde entier va connaître une vague. Et moi, je trouve ça hyper enthousiasmant, parce que je sens qu'on rentre dans une ère où, comme l'IA a vachement réduit la barrière à l'entrée en termes de création, elle va vachement monter la barrière en termes de différenciation. Et donc, il va y avoir des vrais sujets de cohérence, de créativité, d'identité et de tribalisme. Et je pense que Masco est sans doute la première boîte dans cette thèse-là, qui est hyper, 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 comment on dit, clivante en termes de branding. Mais les gens qui adorent leur mascotte, là, on a une trentaine d'utilisateurs en bêta qui l'utilisent un peu tous les jours pour nous faire des feedbacks. Il y a des gens, ils nous écrivent des feedbacks de 3 pages tous les jours. Ils sont en vrille totale. C'est-à-dire que d'un seul coup, et ça, c'est moi, je peux vous le dire de mon expérience, les boîtes les plus enthousiasmantes, elles ont en général 2 caractéristiques. Elles démarrent comme quelque chose d'assez frivole,
Les gens se disent: «Ouais, c'est un gadget, c'est mignon, c'est machin» et avec une sorte de petits groupes d'early adopters qui sont fanatiques. Tu vois? Qui sont en mode, ils peuvent pas vivre sans leur mascotte. Je vous raconte une anecdote qui est à mourir de rire. On a supprimé une mascotte qu'on trouvait moche. Hem, je sais pas trop comment ça s'est arrivé, on l'a delete. On est pré-lancement, on n'a pas trop réfléchi. On a eu un email d'une meuf, on aurait cru qu'on avait tué quelqu'un et on lui a remis la mascotte. Paul, le CEO de la boîte, m'a dit: «Je sais pas, j'ai eu l'impression d'avoir sauvé quelqu'un, quoi». C'était un truc genre, c'était et vraiment, hein, on peut trouver ça ridicule et cetera, mais ça l'est pas. Quand 4O est mort, ChatGPT 4O est mort, il y a des gens qui ont fait des dépressions. Ils ont eu l'impression de perdre leur ami. L'incarnation et la relation avec les IA et l'incarnation de la relation avec les IA va devenir un sujet business immense, immense. Et ce qui est bien là, c'est que tu peux changer de modèle, tu peux machin, ça crée en fait une interface entre toi et l'IA et ça devient une interface que tu possèdes et les IA peuvent changer, quoi. Moi, ça me fait penser à un truc, ayant pas mal joué, aux jeux vidéo dans ma jeunesse, dans ma tendre jeunesse, hem, le branding, c'est aussi un moyen, au sein d'une communauté d'avoir un certain statut. Tu vois, par exemple, en jouant à League of Legends, tu peux, acheter ce qu'on appelle des skins sur des personnages et en soi, les skins ont zéro utilité dans le jeu, si ce n'est d'avoir l'air stylé et les skins, c'est des trucs que tu peux acheter, avec ton argent et que beaucoup de joueurs qui sont accros, vont acheter, mais pourtant ça te rend pas meilleur. Tu as juste l'air un peu plus stylé et donc c'est vrai que, le branding va aussi, être un moyen de donner du statut à des utilisateurs et donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Ouais, je suis 100 d'accord. Et c'est marrant, il y a un vrai truc avec les yeux. Parce que toutes les mascottes, qui m'ont, justement tapé dans l'œil, c'est celles qui ont des gros yeux mignons là qui brillent, je trouve elles attirent beaucoup plus le regard, ouais. Ah ouais, bah, De de toute ouf. façon, tu sais, dans le monde du dessin animé, les yeux, c'est 70 du travail, hein. Faire des regards, des machins, c'est un vrai sujet, hein. Tu t'es inspiré du Japon? Parce que je me dis, en fait, les Japonais, ils ont ce truc cute depuis hyper longtemps. Tout est hyper cute Non, mais là-bas. là Ils ont des mascottes, là, c'est pas depuis c'est hyper pas longtemps. inspiré du Japon. On Ouais. a honteusement volé le Japon. Heu, C'est-à-dire que là, toute la journée, on regarde des trucs, japonais et on les occidentalise, sans aucun remords. Mais ce qui est marrant, c'est que le kawaii au Japon, parce qu'on lit en ce moment, moi, je lis plein d'articles, sur, les origines du kawaii, comment c'est né, En fait, c'est un vrai mouvement de révolte des jeunes filles contre la société japonaise. C'est pas du tout anodin, en fait. C'est la société japonaise essayer de faire rentrer tout le monde dans des cases et il y a une contre-culture qui est née et c'est une contre-culture contre laquelle les hommes ne peuvent pas s'opposer. C'est-à-dire qu'en utilisant ce qui est vachement marrant dans le kawaii, c'est que c'est en fait des femmes rebelles qui ont pris une caractéristique qui mettait mal à l'aise, ce patriarcat japonais, qui est la prétendue, sensibilité féminine. Elles en ont fait leur identité et tu peux pas critiquer ça, parce que si tu critiques ça, tu critiques quelque chose de tellement fondamental, qu'en fait, bah, c'est trop ouvert en tant que guerre et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs de kawaii au Japon sont à peu près à égalité femmes-hommes et ça, c'est vraiment le truc que je trouve complètement fou. C'est qu'on connaît traditionnellement les phénomènes qui sont nés de l'esprit, masculin, au sens, le plus, neutre et qui, conquièrent le monde, par leur présence et par, leur domination. Par exemple, prenons un sujet tout bête, les salles de sport. Les salles de sport ont une énergie extrêmement masculine dominante. Ensuite, il y a les salles de sport qui ont commencé à adopter le yoga et cetera et là, d'un seul coup, il y a eu un retournement. C'est-à-dire que le coffee shop devient la salle de sport, le club healthy et si tu regardes, par exemple, dans des marchés où il y a énormément de salles de sport, comme Bali, si tu regardes le marché de Bali, aujourd'hui, le point de bascule entre les salles, le nombre d'hommes qui vont dans des salles à énergie féminine et le nombre de femmes qui vont dans des salles à énergie masculine,
les femmes ont tendance à ne pas adopter les codes des business masculins et de se sentir rejetées, alors que les hommes se sentent hyper confortables dans les trucs. Tu vois de plus en plus d'hommes faire du pilates, tu vois de plus en plus d'hommes faire du yoga. C'est devenu, c'est plus du tout vu comme un truc féminin. C'est devenu un truc mix. Or, il faut pas, c'est pas une caricature de dire que les clubs de yoga, etc., ont quand même une énergie plus enveloppante, moins masculine, moins dure que le club de sport où tout le monde est là sur sa machine en train de faire des tractions. Et je pense qu'on va vivre ça dans le business à plein d'endroits parce que comme l'informatique a été vraiment dominée par une sous-culture geek un petit peu, je sais pas, je sais pas comment le dire gentiment. J'arrive pas à trouver de mots gentils. Ouais, je Heu, vois ce que tu veux dire. Pas des trop en mecs contact avec leur énergie féminine. ouais, surtout des mecs qui pouvaient avoir quand même très, très peur de ça, de cette énergie et en fait, il y a eu des points de convergence. Les animés sont un point de convergence. Le nombre de jeunes filles qui regardent des animés a explosé, et c'est devenu maintenant un sujet de rassemblement homme-femme incroyable. Les animés, c'est un centre de paix entre les femmes et les hommes parce que la proportion de femmes qui regardent des animés a explosé. Et traditionnellement, il y a de plus en plus d'animés qui ont des personnages féminins hyper forts. Si tu regardes toute la nouvelle génération d'animés sur les 5 dernières années, les femmes, c'est plus du tout des PNJ. C'est des femmes mangaka, ça a explosé. L'un des mangaka les plus regardés du monde, qui est Demon Slayer, c'est une femme qui l'a créé. Et ça, en fait, c'est tout nouveau en fait dans cette industrie, et ça a eu un effet. Et je pense que dans le monde des SaaS, le monde de l'informatique, ça va être la même chose. Je vous retrouve, faut que je vous montre les Pocket Computers parce que c'est vraiment complètement fou. Je sais pas pourquoi je galère à trouver comme ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose de désarmant dans la mignonnerie, comme si ça désactivait tout ton cerveau et tout d'un coup, tu étais obligé de faire: «Oh», et tu réfléchis plus trop, quoi. Ouais, Tu quasiment manipulé, enfin comme les petits chats et tout, tu vois? Tu stoppes, quand tu scrolles, c'est vrai que tu un truc assez hypnotique, quoi. c'est clair. Ta théorie du coup, Oussama, c'est que les univers masculins et féminins sont en train de se mélanger et que ça va s'appliquer, de plus en plus au business. Hem Et concrètement, tu trouves que dans le contexte du business, les femmes et les hommes vont avoir tendance à consommer, je comprends pas le point et où tu veux aller. Ont tendance à consommer des par exemple des softwares différents selon le branding qu'il a? C'est quoi le point Oh, mon derrière? mon point, c'est que si tu fais un business qui a les codes de l'austérité, les codes du masculin, ta propension à conquérir les femmes est de 0. Mmh. Tu as un business qui a des codes mignons, kawaii et tout ce qui va avec, ta proportion à conquérir une portion de chaque côté explose. Et donc, D'accord, ton target addressable market explose. OK. Et c'était exactement ce que je voulais dire avec les clubs de sport. Un club de sport qui vise les hommes va viser les hommes, mais aujourd'hui, les clubs de yoga ont autant d'hommes que de femmes. Mmh. La proportion d'hommes a rattrapé beaucoup plus vite, alors que la proportion de femmes dans les clubs testostéronés, elle est toujours la même. C'est c'est toujours, c'est plat, ça n'évolue pas en fait. Et donc c'est croissance contre statique. Tiens, j'ai trouvé une vidéo. Et donc vous voyez, regardez, elle est en train d'expliquer donc le mouvement. Des cyberdecks, ouais, c'est cyberdeck, Pocket Computer cyberdeck. Ça vient de truc. Et donc, vous voyez, de plus en plus de meufs aux US se sont mis à créer des petits ordinateurs dans des endroits improbables, low-tech, et c'est une trend complètement folle, en fait. Moi, ça me rend très, 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 très enthousiaste, cette trend. C'est quoi, créer des ordinateurs? Ouais, t'as pas vu, c'est peut-être passé un peu Si, vite. si. Si, j'ai vu, mais pourquoi elles font ça? Ça sert à quoi? Bah, avoir un ordi qu'elles ont envie d'utiliser et qui soit pas un truc, moche, en fait. OK, Et stylé. qu'elles ont envie de s'approprier. En fait, c'est vraiment
Dans le monde de l'informatique de mon enfance, le fait d'assembler toi-même un ordinateur, c'était un kiff immense. Mais Hmm. quand tu assemblais un ordinateur et que tu voulais être stylé, tu mettais des flammes dessus, sans être encore une fois caricatural, tu mettais des trucs de mec dessus. Et évidemment, t'avais aucune meuf de mon époque qui voulait venir assembler un ordinateur avec moi le week-end. Et là, l'appropriation de l'électronique, de l'informatique, du code est en train de passer. C'est-à-dire que ces meufs-là, pour faire des trucs comme ça, elles apprennent des trucs de malade en coding. Si tu vas sur Reddit et que tu vas dans le subreddit Pocket Computer, tu vois des discussions entre des ados qui ont entre 15 et 20 ans, et c'est complètement lunaire. Elles sont en train d'apprendre l'assembleur, elles sont en train d'apprendre l'électronique, les Raspberry Pi. Par exemple, moi je suis tombé sur un thread, j'ai perdu ma life il y a quelques nuits, parce que je suis tombé sur un thread qui discutait des batteries, des tailles de batteries, parce que comme elles ont une contrainte que les espèces de cases qu'elles utilisent de maquillage sont un peu petites, et ben il faut trouver la bonne batterie, les bonnes tailles de batterie. Et comment, quel fournisseur sur Alibaba est le meilleur pour vendre telle taille de batterie. Et en fait, pour moi, ça, c'est l'exemple même qu'on ne peut pas imaginer un monde post-IA, parce qu'on ne peut pas imaginer la créativité des gens une fois qu'une barrière mentale tombe. Le jour où j'ai toutes ces meufs stylées, la barrière de moi je suis pas codeur, moi je suis pas tech, elle a sauté grâce à l'IA, parce que t'as pas besoin de passer 10 ans à apprendre à coder avant de faire quelque chose, tu peux le faire immédiatement. Et bah d'un seul coup, bah voilà, ça donne ça, ça donne des trucs en niveau créativité qui sont complètement fous et qui sont hyper enthousiasmants. C'est vrai que c'est super enthousiasmant. Déborah, tu nous as partagé des liens GitHub. Peut-être, Oussama, tu peux montrer. Explique. Cyberdeck template, tu vois, projet GitHub pour ça. Et le deuxième lien, C'est c'est toute la une discussion discussion. Reddit. Ah bah voilà. Ah non, vous voyez pas. Putain, ça c'est génial comme Incroyable. ordi. Ça me fait penser. Et le nombre de commentaires, Ouais, c'est vous avez, impressionnant. vous avez vu ça? Ça se partage grave des trucs, quoi. C'est c'est euh, c'est vraiment. Mais le Fred Cyberdeck, il est complètement, il est stratosphérique. Il est stratosphérique. C'est fou, ouais. Tu vois des Toi, trucs. tu prévois de t'en faire un ou pas? Comment? Tu prévois de t'en faire un ou pas? Ouais, cet été, je vois ma petite nièce, je lui ai promis qu'on en faisait un ensemble. Mais c'est vrai que pour l'éducation, par contre, c'est fou, ouais. Tu Ah donnes ouais, C'est c'est ça vraiment fou. aux enfants, c'est ils peuvent jouer avec, c'est complètement fou. incroyable. Ouais. C'est complètement fou comme phénomène. Et ça rentre dans les Ouais. interfaces en fait, parce que ouais, t'as ta Masco, t'as ton interface avec IA, et ça c'est pareil, customisation d'interface, mais en hardware quoi. D'ailleurs, la vision de long terme de Masco, c'est que tu puisses vibe coder ton interface et faire tes petites apps personnalisées, tes machins, tes trucs, et d'aller dans ton ambiance. C'est-à-dire que ta mascotte devient vraiment ton assistant IA sur ton ordinateur, dans la prise en main du fonctionnement de ton ordinateur, en fait. Et tu vois, je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir une composante communautaire. Parce que ce qui fait que la trend explose autant, là, sur les cyberdecks, par exemple, c'est que les filles puissent se le partager entre elles, se donner Ouais. des conseils, Tu vas, etc. pou- tu Et peux- donc, tu vas pouvoir envoyer des apps à tes amis et envoyer les mascottes sur les ordi de tes amis. ok. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu peux créer des jeux de statuts et tu vois, faire un peu comme dans les jeux vidéo, des skins, des Exactement. choses comme ça. Exactement. C'est tout l'enjeu. Bon, après, on a commencé à coder ça il y a 8 semaines, donc c'est, c'est, C'est quoi c'est- le modèle économique? bah, pour l'instant, c'est de vendre des mascottes, un peu comme les skins. Puis on verra. Je pense que, à mon avis, il y a un Masco Premium. En fait, c'est un SaaS. Tu vas avoir un Masco Premium pour le personnaliser. Et tu payes un abonnement pas cher, tu vois, Ouais, de quelques. on Et pourra les faire de A à Z, genre un peu comme les Sims ou ouais, quoi? alors ça, on va attendre avant que tu puisses faire ça, parce que ça, en termes de génération, j'ose pas vous dire combien ça nous coûte de faire une mascotte à chaque fois. Donc, avant de laisser les gens craquer là-dessus, machin, il y a des petits sujets d'infra de notre côté, mais c'est la vision ultime, ouais.
La vision ultime, c'est que tu puisses créer ta mascotte, que tu puisses créer ta marketplace où tu vends les mascottes que tu crées, etc. Enfin, il y a tout un truc. Mais on va le faire. En fait, je veux pas devenir je veux pas que ça devienne un truc de merde où n'importe qui vient faire n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a des étapes. L'étape numéro 1, c'est de faire vraiment des mascottes réussies nous-mêmes. L'étape numéro 2, c'est les collabs. Tu vois, on va faire la mascotte Antoine Blanco qui fait du sport sur ton ordi toute la journée. Euh, Ça va être le meilleur, celui-là. la mascotte Yomi qui fait du DJ et que chacun puisse vendre sa mascotte à sa communauté. Donc, tu vois, l'époque des collabs. Et en 3, tu ouvres au grand public parce que tu auras développé tellement d'outils, c'est vachement bien fait, etc., que tu as un bon contrôle de la qualité et surtout de la sécurité. Et que donc tu puisses lancer. Et ce serait génial qu'on arrive à faire tout ça dans les 6 prochains mois. Si on arrivait à tenir ce rythme 6-9 mois, peut-être 3-3-3, bah là, je pense que c'est peut-être un truc qui peut devenir, enfin, qui peut être sur tous les ordinateurs, en fait. Quand tu prends une mascotte, elle est à toi ou il y en a d'autres qui peuvent l'avoir? Alors, aujourd'hui, quand tu prends une mascotte, tout le monde peut l'avoir. Il y a des mascottes en série limitée, où seulement elles sont numérotées et il y a seulement 500 personnes qui peuvent les avoir. Le point ultime de statut, c'est les mascottes légendaires pouvoir être possédées que par, je sais pas, 10 personnes, 20 personnes. Comme les Et c'est Pokémon. ce que Antoine décrivait tout à l'heure, c'est que ça devient un truc vraiment de statut où en fait, les gens se disent: «Mais où t'as eu Mais cette mascotte Elon Musk?» ouais, tu vois? et comment tu crées cet effet? Parce qu'il faut, du coup, il faut pouvoir flex sur sa mascotte, mais pour pouvoir flex, il faut que les autres la voient, mais c'est sur ton ordi. Donc comment tu crées cet effet de ah putain, il a telle mascotte, tu vois? Je D'abord l'avais un aussi. truc que je vois avec, Paul, c'est qu'à chaque fois qu'il est au café avec son ordi, qui a la mascotte sur l'écran, tout le monde vient lui parler et by the way, surtout les meufs. Donc je pense qu'on a découvert un truc de ouf. Achète Masco pour pécho. Donc donc si tu veux pécho une meuf, C'est second, ça. donc ça c'est vraiment, donc c'est ton premier niveau de flex, c'est que mine de rien, de plus en plus de gens travaillent en public, digital nomade, café, coworking space, et cetera. Et deuxièmement, alors ça c'est pas prêt, mais on est en train de travailler là-dessus, c'est que tu vas pouvoir envoyer ta mascotte sur l'ordi de tes potes. C'est-à-dire que, par exemple, JB, j'ai envie de te demander un truc. Je sais que tu as Masco, on est connecté sur Masco et je peux t'envoyer la mascotte qui vient se balader. Et donc t'imagines, il y a ma mascotte qui arrive et qui dit JB, il faut que tu me répondes, ou regarde ton téléphone, ou est-ce que tu as bu de l'eau? Par exemple, ta mère, elle peut t'envoyer une mascotte, dire est-ce que tu as bu de l'eau aujourd'hui? Est-ce que tu as bien mangé? Tu vois, la mascotte des mères juives libanaises, ça va être un marché de fous. Un peu Cette insistante, journée, celle-là. elle va Un débarquer peu sur trop ton ordi, présente. elle va te dire hey, ça fait longtemps que tu travailles. Donc tu vois, t'as plein de features sociales comme ça qui vont être complètement folles en fait. Tu as pas Ça moyen de le demande faire un peu passer, de sur AirDrop, tu sais? Parce que, tu vois, moi, typiquement, dans les aéroports, des fois, je m'amusais avec des potes à envoyer les photos à des gens qui avaient des AirDrop, open ouais, public, ouais, tu ouais. vois? Ah, c'est toi? À des Putain, j'ai déjà reçu. Oh, pour les inconnus, ce serait bien. Ouais. Ça va venir, ce genre de choses. Mais tu vois, par exemple, tu cites un exemple tout bête qui demande pas mal de sécurité. Euh, donc tu dois surveiller si les mecs vont pas harceler les gens avec ça. En fait, c'est ce genre de boîte, c'est très très facile d'avoir plein d'idées. C'est dur d'avoir une exécution disciplinée qui fait que tu fais monter les choses petit à petit de façon sûre, etc. Ça demande un peu de travail, quoi. Quand je parlais de brand système, Masco, c'est une boîte dont la brand est vraiment extrêmement travaillée, enfin à un point, on est au pixel perfect. Et donc, vous voyez, on a créé pour les IA avec lesquels on bosse un brand book extrêmement précis. Alors évidemment, avec Mister Steve Jobs, les principes qui définissent le fonctionnement de la marque. Un truc, si les gens travaillent sur du branding, un truc très sous-estimé en branding, c'est les tailles relatives d'objets pour créer la sensation que les objets sont à la bonne taille. Et donc, on a créé un système fixe d'objets qui permet de vibe coder la taille des objets. C'est-à-dire que plutôt que de dire fais ça plus gros, plus petit, je lui dis fais ça en taille héros, fais ça en taille god, fais ça en taille bloc, etc. Et la différence de ratio entre chaque bloc, c'est le nombre d'or.
Donc ça, c'est une astuce toute bête en branding. C'est que si vous voulez que les choses aient l'air harmonieux, il faut que le ratio de taille de tous vos objets soit multiplié par le nombre d'or. Parce que le nombre d'or crée de la magie. C'est un truc, c'est une propriété assez marrante du truc. On va jusqu'à définir la vitesse à laquelle les objets apparaissent et les transitions, etc. On a toutes les checklists que l'IA doit passer à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Le sens de notre logo et comment on l'utilise. Notre mascotte phare qui s'appelle Co, avec toutes les animations qu'elle est capable de faire. Et donc, l'IA a toujours en contexte euh, de l'animer. Une autre astuce, bon ça, je devrais peut-être pas révéler tous mes secrets. De toute façon, je sais que les gens ne feront rien. Mais, il y a un livre hors du commun en couleur qui s'appelle le Japanese Color Guidebook, qui est en fait un guide où tu prends n'importe quelle couleur de référence. Et à partir de cette couleur de référence japonaise, ça te donne toutes les couleurs complémentaires les plus efficaces avec cette couleur pour avoir l'air élégant. Avec des codes de couleurs japonais. Et les codes de couleurs japonais sont hyper intéressants parce qu'ils ont une profondeur qu'on ne retrouve pas dans les cyan habituels. Et donc, on travaille que sur ces codes de couleurs-là. La façon dont on gère les polices en fonction de la taille, avec tout est défini pour l'IA. Les univers d'étiquettes et de branding, d'images, le fait que chaque bouton en fait a une animation qui est liée à ce que le bouton dit. Tu vois, par exemple, si tu ouvres une porte, eh ben, il y a une petite porte. Si tu ouvres un coffre, il y a un petit coffre. Et ça, c'est complètement fou parce que avant, travailler avec des ingénieurs sur ce genre de détails, c'était un enfer. C'est-à-dire que tu passais leur temps à venir. Là, tu peux carrément dire à une IA, l'ingé, il est en train de bosser sur l'interface, il fait un bouton, boum, l'IA, elle comprend le contexte du bouton, elle comprend les règles et elle va générer la bonne animation, etc. Ce qui donne en fait le sentiment que il y a des fous furieux qui ont été dans chaque détail. Et ça, c'est hyper enthousiasmant comme façon de travailler. Tu peux aller très 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 loin en fait grâce à l'IA dans le branding. Franchement, ils sont hyper intéressants les principes, ouais. Si tu peux nous envoyer ça, très chaud, là. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Très sympa. Donc, nouvelle boîte dans le Pokédex. Nouvelle boîte dans le Pokédex. Et sans doute la boîte la plus drôle, la plus enthousiasmante. Vraiment, passer ta journée à avoir des mascottes, faire des trucs marrants sur ton ordi, c'est quand même très très drôle comme business. Ouais, à fond. Bah, tu nous diras comment ça évolue au cours du temps et si on peut faire partie des prochains testeurs, te donner Ouais, nos retours. je vais vous envoyer, je crois que j'ai envoyé à JB déjà, je vais t'envoyer à Déborah et à toi un petit, Grave chaud. petit accès. Du coup, il va y avoir Avec une plaisir. vidéo de lancement incroyable, j'imagine. On parle pas, c'est tout le sujet, je ne sais pas, alors ça, vraiment, s'il y a un problème dans ce monde-là, c'est à quel point c'est dur. Parce que franchement, tu vois, tu te prends la tête comme tu t'es jamais pris la tête. Faire une bonne vidéo de lancement, c'est tellement dur. Alors déjà, pour tous les gens, d'abord, il faut pas en faire une. La bonne façon de faire une vidéo de lancement, c'est d'en faire plusieurs, de les tester en ads, de regarder le résultat en ads avant de lancer, de prendre les taux de conversion, de prendre les feedbacks et de converger vers une bonne vidéo. L'idée que tu vas travailler et faire une vidéo et toi, tu es content et le monde va être content, accroche-toi. Ça fonctionne pas. Donc, c'est un vrai processus itératif, créatif. Et par contre, ouais, faut vraiment trouver, faut vraiment trouver un truc marrant. Et T'as fait quelques tests sur Insta, là. ouais, j'ai fait des tests sur Insta. Et en plus, on est en train d'essayer. Alors, on a une idée un peu marrante. On a une idée un peu marrante euh, pour Masco, c'est qu'en fait, ça se prête bien, je trouve, à une série animée automatisée. En fait, où tu as un compte un peu comme Boubou. Je sais pas si vous connaissez Boubou et sa copine.
Non. Bon, c'est des comptes mignons. Alors, c'est très spécifique. Et donc, on est en train d'essayer de créer une automatisation. Et donc, on est en train de créer le tableau de bord Masco Growth, où en fait, grosso modo, j'ai créé avec une API russe un trend radar qui détecte en fait automatiquement des stories qui ont bien marché autour de thématiques qui nous intéressent. Morning routine, confession declaration, POV, street interview, couple, machin, blabla. Donc ça va chercher sur les réseaux des trucs qui ont bien marché. Je reject, j'accepte. Et quand j'accepte, en fait, ça me la met ici et ça peut générer une vidéo. Et alors bon, ça, pour l'instant, j'ai commencé à coder ça vendredi, donc ça marche pas encore. Mais ça fait des vidéos un peu absurdes pour l'instant. Mais l'idée, en fait, c'est que tu peux automatiser le contenu pour poster sur les réseaux plusieurs fois par jour avec un vrai storytelling dans l'ambiance de la marque avec les mascottes comme centre du personnage, quoi. Trop stylé. Grave. Euh, et, et là, c'est quoi le workflow, genre donc Bah, tu dis oui, je veux cette vidéo. t'as le trend radar où un humain choisit si on reprend la trend ou pas. La trend radar est configurée sur l'API. En fait, c'est une API russe qui scrape illégalement Instagram et qui va te chercher toutes les datas sur toutes les vidéos pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et c'est une API très 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 cheap. Il y a que les Russes pour sortir un truc pareil. Tu dois payer en crypto, tu peux pas la payer en carte bleue. Euh, et à partir de ça, ça donne une data où en fait une IA analyse ce truc et le transforme en, en une vidéo. Donc tu vois, ça fait un story studio ici et ça écrit tous les prompts pour ça et ça finit par te faire une librairie. Et puis aussi, j'ai fait un autre générateur qui là est pas avec des mascottes, mais qui en fait est du POV qu'on voit un peu partout en ce moment. Pareil, ça va chercher les trucs et ça parle de Masco, comme si des gens avaient des comptes qui parlaient de Masco. Et on a créé un certain nombre de comptes sur les réseaux qui sont warm par des humains et qui permettent de poster automatiquement sur les comptes. Et pour générer les vidéos, t'as quoi, un MCP avec Xfield et Non, c'est trop cher. On est vraiment dans l'API Seedance directement. En fait, on refait ce qu'un Xfield fait, parce qu'en fait, Xfield, c'est une surcouche pour ces API-là avec de l'orchestration, etc. Et on a créé notre... Enfin, pour le coup, là, je suis en train de travailler sur créer le propre système. Et ça, vraiment, en fait, en termes de... Enfin, les gens se rendent pas compte de la puissance de l'IA. Rien que le trend manager, l'API, la connectivité avec les différents éléments, c'est complètement fou ce qu'on peut faire aujourd'hui, en fait. Les gens n'ont plus aucune excuse en termes de création d'univers de marque, de contenu, etc., quoi. la seule friction qu'il y a, c'est dans la production de vidéos encore où c'est un peu bancal, mais Ouais, sur tout le reste, ouais. ça se Et fait. même, moi, par exemple, moi, le pari que je fais, c'est que dans 18 mois, la production sera plus bancale et le pipe sera prêt. Donc, en fait, j'assume qu'aujourd'hui, les vidéos sont un petit peu moyennes et je sais que ça ne va faire que s'améliorer. En fait, les gens sont vraiment idiots là-dessus. C'est de vouloir attendre qu'une techno soit prête pour se préparer à l'émergence de la techno. C'est maintenant qu'il faut créer les pipes vidéo pour que dans 18 mois, quand les modèles vidéo seront parfaits, qu'en fait, tu vois là, tout le pipe est prêt, en fait. L'orchestration est prête, le contexte est prêt, l'ingénierie est prête, les serveurs sont prêts, les connectivités API sont prêts. Et donc, là, aujourd'hui, les vidéos, c'est vraiment drôle parce que c'est un peu de la merde, mais je sais que ça ne va faire que s'améliorer, en fait. Et t'auras un edge quand ça sortira, quand Et ce sera bon. et tu un edge exponentiel, en fait, à être premier, quoi. Ouais, c'est très fort, très malin. La dernière chose dont je voulais parler là avant qu'on termine, c'est de Fable 5, le dernier modèle là, d'Anthropic qui est sorti du coup le 8 juin. Il y a eu quelques péripéties, puisque le 11 juin, les chercheurs d'Amazon testent le modèle et trouvent un jailbreak, donc un risque de cyberattaque. Andy Jassy, le PDG d'Amazon, qui en même temps
le plus gros investisseur d'Anthropic, contacte d'urgence le secrétaire au Trésor et le 12 juin, l'administration envoie un message à Amodei, le CEO d'Anthropic, pour lui demander de retirer le modèle à cause de la faille. Il a 90 minutes pour faire une modif. Il la fait pas, donc le modèle est retiré. C'est la première fois, hein, que ça arrive qu'un gouvernement joue comme ça sur l'arrivée d'un nouveau modèle et probablement pas la dernière. Euh, on est plutôt tous libertariens. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de l'État sur une boîte privée? C'est mérité ou c'est le début d'un cauchemar? Bonne question. Moi, je pense que c'est le début d'un cauchemar. Mais qui suis-je pour savoir, en fait? Ouais, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'on en dise, et Anthropic ne sait pas parler au gouvernement américain et à cette administration. Franchement, une boîte qui vaut 1 trillion et qui est à ce point à la ramasse dans la gestion de l'administration, c'est quasi idéologique. En plus, ils font des erreurs trop drôles. Ils sont pas d'accord avec ils sont pas d'accord avec le diagnostic de la Maison Blanche. Ils mettent quoi pour faire l'audit? Ils mettent un extrémiste démocrate. Franchement, tu te dis, mais c'est qui le mec qui gère ça chez Anthropic, en fait? C'est qui ce ouf? C'est-à-dire que t'as sans doute l'administration la plus susceptible des 20 dernières années aux US, et tu te dis, tiens, je vais aller les convaincre en mettant un mec qui déteste aux cheveux bleus. C'est vraiment, après, je dis pas que on devrait vivre dans un monde où l'administration US ne prend pas en considération le fait que ce soit un extrémiste démocrate et prenne en compte que ses compétences techniques de juger ouais, vas-y, le monde réel, il est pas comme ça, on le sait. Donc il y a un moment, faut pas être con. Ensuite, Fable, c'est vrai que il y a enfin, pour l'avoir utilisé 48 heures, j'ai fait moi Fable, c'est la première fois où j'ai vrillé avec l'IA en termes d'affection. J'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a retiré un ami et les 48 heures que j'ai passées avec Fable, c'est les 48 meilleures heures que j'ai passées de ma vie avec un modèle IA. C'était complètement fou au niveau intelligence. Et donc ça m'a fait entrepercevoir le monde vers lequel on allait et je le trouve enthousiasmant. Et donc après que ce soit utilisé pour des trucs de cybersécurité, de machin de trucs, c'est forcément réel. Je suis pas con non plus. Je sais très bien que les gens ils sont pas gentils et les gens pas gentils s'ils commencent à avoir le mandat. Maintenant, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on nous fait tellement chier avec ça, alors que c'est évident que les IA sont des outils de surveillance de masse. Je veux dire, on la connaît la solution. La solution, c'est de surveiller les prompts de tout le monde, de mettre une IA comme dans Person of Interest qui surveille et qui détermine si une requête est scandaleuse ou pas. Et je pense qu'il y a plus de chances d'avoir un modèle puissant pour tout le monde dont l'usage est surveillé que de venir nous raconter que en fait on sait pas comment gérer machin. Je sais pas. Je suis très très sceptique sur tout ça. Ouais, c'est quoi les utilisations que tu as fait avec Fable 5 avant qu'on revienne sur l'histoire? J'ai halluciné ma race. D'abord, il m'a one-shot un site internet sur lequel j'ai fait aucune modif. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je peux vous le montrer si vous voulez. C'est euh, c'est vraiment. Il a one-shot ce site internet, dont ce slogan qui, moi, m'a complètement fait vriller, parce que c'est vraiment le slogan de mes rêves. Euh, Il est Pourquoi cool, c'est le slogan de tes rêves? Parce que il est hors du commun pour la boîte. C'est très dur de trouver des slogans qui marchent, hein. Je sais pas si t'as déjà brainstormé avec une IA en disant ouais, je cherche un slogan. Ouais. C'est toujours de la merde. Là, Ouais. il me one shot ça. Ça aurait pu être. Enfin, c'est du Oussama quoi. Enfin, je veux dire, c'est le genre de truc que moi je trouve après un mois de travail quoi. Euh, et là, il me l'a one shot et il m'a one shot ce design, cet argumentaire. One shot. On n'a rien touché. Je comprends pas. Je sais même pas que c'était possible, en fait, d'avoir ce niveau avec une IA. Et en termes techniques, c'était invraisemblable.
Par exemple, il m'a fait une dinguerie sur ce site-là. Donc, j'ai eu que 48 heures, hein. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses, mais j'ai eu vraiment des trucs. Donc, sur ce site-là, la vidéo que vous voyez en background, en fait, il a pris la vidéo et il a créé plusieurs niveaux de streaming pour détecter la vitesse de connexion des gens et adapter la qualité de la vidéo en fonction de la vitesse de connexion de la personne. Et ça, c'est juste le prompt. C'est je lui ai donné la vidéo, je lui ai dit je veux faire une landing page de promotion de cette vidéo en héros full screen. Et il a été programmé ça sans que je demande rien du tout, en one shot. Et si tu commences à avoir des IA qui réfléchissent à des sujets dont tu n'as même pas conscience, moi j'y connais rien en streaming, j'avais pas conscience qu'en fait il y avait des sujets de détection, la vitesse à laquelle le mec se connecte pour lui afficher un fichier d'une certaine qualité, lui délivrer. Tu dis mais attends, on va dans quel monde là? C'est quand même complètement fou quoi. Ouais, ouais, c'est fou. Toi, Déborah, t'as vu enfin, tu l'avais testé Fable 5 aussi sur le SEO, t'as vu des Ouais, évolutions dans la pertinence? ouais, j'ai pu le tester moi, je pense, 2 jours de travail. En fait, je suis sur mon espace, en train de créer l'espace client et ce qu'il m'a proposé et comment il allait chercher les données et pareil, des trucs qu'il allait penser que d'habitude je suis obligée de lui dire: «Ah bah, pense à des trucs que moi je vais pas anticiper et proposez-moi». Bah, là, il allait encore plus loin et cetera et la vitesse surtout. C'est la vitesse qui m'a choquée, ouais. Enfin, ça allait très vite, pour faire quelque chose alors avec Opus, c'est beaucoup plus long, quoi. Mais ouais, ouais, j'étais bien dégoûtée aussi pareil, quand j'ai appris que c'était coupé, quoi. Parce que je me suis dit: «Bah, tout ça, je me garde pour Fab», tu vois? Enfin, je garde mes tokens Fab pour ces projets-là et cetera et cetera et au final, bah, il faut attendre que ça revienne, si ça revient. Ouais. Et toi, JB, tu l'as testé aussi? Pas trop pour être honnête. Je crois que je l'ai eu 24 heures. Parce que j'ai remarqué pareil, c'était, vitesse et aussi, pas mal, anticipé pareil. Heu, et faire pour toi des choses auxquelles tu avais pas forcément pensé. Mais après je l'ai testé quoi? Je l'ai testé je pense quelques heures. Donc j'ai pas eu une grosse piqûre. Justement j'ai hâte qu'il revienne là. Je sais pas s'il y a une date de prévue, mais moi j'avais pas eu trop Bah, le temps de tester, ouais. Demain? normalement, Ah demain, nickel, ouais. C'est vrai? Ouais, Trop bien. ouais, ouais. Il y a une théorie qui dit, magnifique. avant qu'on termine, Shamat du All In Podcast dit que c'est un boulevard du coup pour, Microsoft, Google, les hyperscalers parce que, ça va justement forcer à mettre en place des KYC, ces problèmes de cybersécurité et donc comme ils ont l'infra depuis, longtemps, pour faire du KYC, ils pourraient avoir un edge, sur, des boîtes comme Anthropic ou, OpenAI, puisque eux, ils ont pas forcément encore, cette infra pour faire du KYC. Est-ce que, Ous, tu un Ouais, avis ouais, par bah, rapport à ça? de toute façon, regulatory capture, c'est un vrai sujet, hein. Quand tu mets des régulations très dures, bah, ça aide les boîtes qui ont l'habitude de la régulation, quoi. C'est sûr. Et donc, il y a un vrai sujet, un vrai sujet là-dessus, quoi. OK. Eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. C'était, un plaisir d'être avec vous, les amis. Merci encore. Hésitez pas à nous donner votre avis, dans les commentaires sur les sujets qu'on a pu aborder. Merci à Déborah d'avoir été présente. On Merci mettra beaucoup. Merci, tous tes Déborah. liens C'est vrai. dans la description. Si vous avez envie de travailler sur votre SEO, n'hésitez pas à la contacter. Merci JB d'avoir été présent encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine les amis pour un nouvel épisode. Salut tout Salut. Salut.